Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce mardi 7 mai 2019. On commence par tout ce qui se dit autour de la crise anglophone qui fait déjà beaucoup parler sur ce qu'on pourrait faire pour sortir de cette crise actuelle où les positions sont en train de se radicaliser. L'on sait que la récente visite de Madame Michelle Bachelet au Cameroun, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, c'était pour entendre les partis, certaines personnes au Cameroun. On voit très bien que c'est compliqué et qu'il faut trouver un moyen de mettre en place cette synergie entre ces personnes qui sont engagées dans cette crise-là. Et pour cela, il est très important d'ailleurs qu'on en parle ce matin et qu'on le dise à tous ceux qui nous regardent. Nous avons Patrick Sapak qu'on a reçu ce matin sur Radio Equinox et qui a fait un nombre important de révélations sur ce qu'il pourrait apporter pour cette crise anglophone avec son association Le Girafe qu'il coordonne depuis quelques années au Cameroun et sur le continent africain. Lui qui a rencontré hier le cardinal Christian Toumi au fait de pouvoir évidemment prendre l'onction de ce prix-là qui a plusieurs fois proposé au Cameroun des options de sortie de crise, notamment cette cette conférence générale anglophone qui avait été, souvenez-vous, reportée à plusieurs reprises parce que le gouvernement d'un côté ne sentait pas très bien cette initiative et que les séparatistes anglophones eux aussi semblaient ne pas être adaptés pour donc confiants pour cela. Donc on voit très bien que il annonce, Patrick Sapak, qu'il sera dans les toutes prochaines semaines dans les deux régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, et qu'il va avant cela organiser une conférence de presse à Yaoundé, évidemment rencontrer les membres du corps diplomatique au Cameroun pour qu'au final trouver le moyen d'asseoir tout le monde sur une même table et sortir définitivement de cette crise anglophone. Rappelons que Patrick Sapak est celui qui a vécu donc cet malheur à la prison centrale de Nkondengui, lui qui est sorti tout récemment avec son compère David Eboutou, lui qui avait toujours été jusqu'ici très silencieux dans les médias et qui a renoué avec Equinox, évidemment avec les médias, et a choisi Equinox pour parler ce matin sur plusieurs révélations. Pour ceux qui veulent réécouter cette émission, bonjour chez vous Equinox Matin sur Radio Equinox, c'est donc ce soir à 21h30, Equinox Matin sur 93 FM à Douala ou encore sur le Canasat 445 pour écouter Radio Equinox. Nous sommes là ce matin, le Zénith, avec vous, Monsieur Batchou Chalamel. Permettez-moi de vous dire bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier à Monsieur Conchou de Eneo. Nous sommes fatigués. Le courant que vous envoyez à combien? 185 maximum. 135, parfois on descend à 100 minimum. Vous êtes en train de regarder la télévision, ça s'arrête, ça redémarre, baisse de tension. Quelle est même la tension normale avec laquelle nous devons vivre au Cameroun? Arrêtez de nous gâter les appareils, bon Dieu. Voilà, c'est compris. Coup de gueule ce matin de Monsieur Batchou Chalamel qu'on va retrouver à 10h30 dans sa chronique quotidienne, la colère de Chalamel. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut aussi bonjour à vous sur le plateau et bonjour à nos téléspectateurs. Où en est-on avec ce plan d'assistance humanitaire? Rappelons que c'est ce plan d'aide et d'assistance avec justement tout ce que cela comporte est notamment détourné. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Même l'administration en place s'interroge justement sur ces biens, sur cet accompagnement. On reparle également de politique avec ce que les internautes pensent de cette délégation de signature, Eric Fopoussi, au sein de la présidence de la République. C'est une information buzz qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile. On en parle justement pour ce mardi. D'accord. Voilà, c'est compris. Rendez-vous qui est pris pour tout le monde sur ce plateau et même ceux qui nous regardent de la maison ce matin à travers les différents lieux de service d'autres évidemment. On va rappeler que sur le plateau également ce matin, nous avons Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je m'inscris sur votre ligne lancée Monsieur Fopoussi Negou, vous le permettez, pour apprécier
cette initiative de la société civile, je veux parler de Patrick Sapak aussi, Oui. pour que cette fois-ci, la société civile semble montrer qu'elle est en train de reprendre ce qu'elle n'aurait pas dû perdre, c'est-à-dire la cohésion sociale au Cameroun. C'est vrai, Christian Toumi et les autres religieux n'ont pas été entendus. C'est aussi vrai que le gouvernement a dissous le consortium à l'époque, mais est-ce que l'initiative de M. Patrick Sapak pourra porter des fruits? C'est tout ce que je souhaite. Et il faudrait que là maintenant, voilà une autre occasion que nous avons pour que la communauté internationale ne vienne pas s'ingérer dans nos affaires. Parce que l'ONU a créé ce problème depuis 1959, il n'a pas voulu le résoudre. Aujourd'hui, nous appelons l'ONU. L'ONU ne viendra pas résoudre ce problème. Donc, c'est à nous. Je pense qu'au sortir même des audiences, tous les acteurs, que ce soit, écoutez, Maître Sim, Kawala, Cabral, tout le monde aboutissait à cette conclusion-là. Prenons donc cette initiative de nos frères et sœurs de la société civile pour que nous puissions nous parler entre nous. Surtout, si jamais le chef de l'État et le cardinal Christian Toumi se rencontrent, ce serait encore une très bonne chose, une bonne ouverture pour qu'on parvienne à une paix durable et véritable. D'accord, très bien. Donc il faut évidemment croire en cette initiative pour qu'on puisse sortir de cette crise anglophone qui, comme vous le savez déjà, à travers l'International Crisis Group, a déjà causé la mort de 1850 Camerounais et plus d'un demi-million de Camerounais déplacés internes du fait de cette crise. Je rappelle également que hier, l'ONG Human Rights Watch, dont l'une des chercheuses a été refoulée aux portes du Cameroun tout récemment, c'est Hilaria Allegrosi, a publié un rapport sur les détentions et les tortures au Cameroun, les tortures et détentions abusives au Cameroun, un rapport très riche. Je vous invite à aller sur le site de Human Rights Watch, rwr.org, pour voilà, consulter ce rapport où, évidemment, ils ont interrogé 26 personnes qui ont subi des cas de torture de la part des séparatistes anglophones, mais également de la part des forces camerounaises, mais notamment le CED, la gendarmerie nationale camerounaise. Donc, ce rapport de Human Rights Watch est très évocateur sur les cas de torture au Cameroun, de semi-noyade pour obtenir des aveux. Donc, c'est très fort ce qui est dit là-bas. Avec Human Rights Watch, évidemment, on s'attend à une réaction du gouvernement camerounais qui, comme à son habitude, va forcément prendre la parole pour rejeter en bloc toutes ces charges de Human Rights Watch sur le Cameroun, sur les cas de torture au Cameroun. Madame, Messieurs, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Foupoussi, bonjour au panel, bonjour aussi aux téléspectateurs du Zénith. Ce matin, on s'intéresse à l'histoire d'Edwige qui nous a écrit. Elle aimerait avoir votre contribution, votre point de vue, parce que elle est en train de vouloir prendre une décision qui sera capitale pour elle, pour ses enfants et pour toute sa famille. Mais elle aimerait justement que vous l'aidiez à prendre cette décision, même si elle a déjà commencé à engager quelque chose par rapport à cela. Alors, Edwige est mariée, elle vit en couple depuis 15 ans déjà avec son compagnon Honoré. Et à l'époque, elle était jeune parce qu'aujourd'hui, elle a 45 ans. Et lorsqu'elle s'est mariée avec Honoré, c'était pas un mariage civil, c'était juste la dot, le mariage traditionnel. Et à ce moment-là, elle a demandé à Honoré pourquoi pas une fois signer l'acte, question de sécuriser leur couple aux yeux de la loi et aussi les enfants. Honoré a dit non, il n'est pas prêt, ce n'est pas le moment et il le verra plus tard. Alors, Edwige a tout fait, elle dit qu'elle a même supplié alors qu'on ne supplie pas un homme pour signer l'acte, ce qui n'a pas été fait. Et elle a parlé de cette histoire à son papa qui a parlé même à Honoré pour lui dire que j'aimerais que effectivement, si tu veux épouser ma fille, comme tu as déjà fait la dot, c'est mieux que tu signes une fois l'acte, l'église ne nous intéresse pas. Mais il faut au moins que ma fille soit sécurisée dans ta maison. Il a dit non, il est assez grand pour prendre ses décisions lui-même. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a rencontré sa belle famille, c'est-à-dire la famille d'Honoré, pour poser le même problème. Et les sœurs et frères et parents d'Honoré lui ont parlé de cela. Il a dit non, il est assez vieux pour prendre ses décisions
lui-même. Oui. Et c'est comme ça que Edwige a supporté, elle a vécu avec lui, ils ont 4 enfants aujourd'hui. Et étant donné que Honoré sortait l'excuse selon laquelle je ne peux pas épouser une femme qui ne travaille pas parce qu'elle venait de sortir de l'école à l'époque, elle ne travaillait pas encore, il ne peut pas aller sceller sa vie à la mairie avec une femme qui n'a pas de boulot. Et c'est ainsi que le père d'Honoré, au courant d'Edwige, au courant de cela, a mis toutes les batteries en œuvre pour que sa fille puisse trouver un travail dans une multinationale de la place. Ce qui s'est fait. Et Edwige travaille depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, depuis janvier, on lui a fait une proposition au travail selon laquelle elle devrait, d'ici le mois de septembre, voyager avec sa famille. C'est une affectation pour aller aux États-Unis, continuer à travailler dans la firme, mais aux États-Unis. Mais là, elle peut partir avec sa famille. Et aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas mariée légalement, ce problème se pose. Sinon, elle ne pourra aller qu'avec ses enfants. Et elle nous rappelle qu'entre-temps, lorsqu'elle était avec son mari, elle a constaté que comme il ne veut pas signer l'acte et tout, elle a décidé de faire avec. Oui, de faire avec, mais surtout d'essayer de situer ses enfants dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a acheté des biens pour ses enfants, des terrains. Donc tout ce qu'elle avait, c'était pour les enfants. C'était pour ses enfants. D'accord. Maintenant qu'il faut voyager, elle ne sait pas comment faire. Déjà qu'elle nous a dit que son mari a dit, OK, il faut qu'on aille signer l'acte comme on t'a proposé. Ça, elle a dit non. Elle ne peut pas décider maintenant. Il a changé d'avis. Oui. Elle a dit qu'elle ne peut pas décider maintenant. Très bien. Il faut qu'il lui laisse le temps de réfléchir. Et c'est comme ça qu'il allait voir sa famille, allait voir sa famille à lui. Sa famille a parlé à Edwige. Edwige dit non, la même chose que vous avez dit, c'est la même chose que je vous dis. Je suis assez vieille pour prendre mes décisions moi-même. Et depuis le fait qu'elle dit qu'elle est une mauvaise femme, elle est mauvaise aujourd'hui, elle se prend la tête, et ainsi de suite. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est vrai qu'elle a envie de frapper son mari où ça fait mal, pour qu'il ressente la même chose, mais elle ne sait pas si ce sera bien pour ses enfants. Donc elle veut se venger en réalité. Elle aimerait. Elle aimerait se venger. Elle aimerait bien que sur ce plateau, on lui apporte la solution à son problème. Ok, d'accord. Vous savez, la vie, c'est le pardon. Je sais pas pourquoi je veux commencer comme ça ce matin, mais j'avais prévu autre chose, mais je préfère commencer par le pardon parce que c'est cela qui cimente notre vivre ensemble. Je vais extrapoler un tout petit peu avec d'autres sphères politiques, économiques et autres. C'est vrai qu'on a tendance à s'affirmer comme individu lorsqu'on est cruel, lorsqu'on est en position de force. Mais justement, c'est dans cette position-là que doit se révéler votre force. Et la force est de pouvoir pardonner, est de pouvoir garder son contrôle et de dire oui, on apaise les esprits, on apaise les gens et on pardonne. Et c'est à cela que j'invite Edwige à l'œuvre de pardonner, Edwige, de ne pas penser à ce passé tumultueux que tu as eu, mais de pardonner. Donc le pardon, pour moi, et à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les situations de conflit, on parle de la crise anglophone, on parle du climat socio-politique, affaire MRC, on parle du RDPC, on parle de Cabral Libye, le Parti Univers, les citoyens, on parle de tous ces sous-préfets qui interdisent les manifestations. Il faut pardonner malgré tout, rester dans la concorde. Nous sommes à un mois important, le 20 mai, on va célébrer la fête de l'unité nationale et les Camerounais, pour qu'ils soient unis dans leur diversité, il faut le pardon. Permettez-moi, il me choyait de commencer par cette mise au point, ou par cette interpellation, si vous voulez, ou ce plaidoyer, ou cette plaidoirie, c'est mieux. Alors, bon, Bengan, dans l'histoire de ce matin, de quoi il s'agit? D'abord, je voudrais vous appuyer, apporter de l'eau dans votre moulin. Non, d'accord. Vous n'avez pas extrapolé. Lorsque vous parlez de pardon et la manière avec laquelle vous avez décliné tout ça, vous n'avez pas extrapolé. C'est exactement ce qu'il y a à faire maintenant. Oui. Même si vous avez pensé croire que quand vous parlez de vivre ensemble, c'est que non. Vraiment, vous êtes non seulement dans le sujet, c'est là, c'est ce mot. Parce qu'il y a deux grands mots. On parlait amour, on ne sait même pas quel contenu on y donne. Il y a deux grands mots. Vous avez parlé de pardon et il y a fidélité. Et voilà les deux grands mots de l'humanité. Vous devez en parler et en faire même, j'allais dire, une église, une religion. Non, l'histoire de ce matin montre qu'il y a beaucoup de déviance dans cette histoire. Elle est, j'allais dire, elle intègre beaucoup de mauvais pans de notre société. D'abord,
lorsque vous envoyez votre fille en mariage, c'est vous qui faites l'acte de mariage. Vous ne demandez pas à l'homme qui vient épouser votre fille que non, vraiment allez vous organiser. Parce que j'entends aussi, vous allez organiser, non. C'est pas vrai. Oui. C'est vous qui recevez la dot et vous scellez, comme Karine l'a dit, le mariage traditionnel. Et à ce moment, vous dites à votre gendre, qui devient votre fils, vous lui dites, préparez-vous. La veste et le cabas ou le pain de votre maman, la semaine prochaine, je vais, comme les blancs sont venus avec leur histoire, j'ai fini, je vous scelle, je vous donne. Maintenant, parce que le bain que j'ai bu là, Voilà. je ne vais plus vomir ça. Donc la prochaine étape, je vous remets ma fille officiellement, comme chez vous viviez comme les blancs. Donc en fait, il n'avait pas à lui demander son avis. Voilà la première entorse. D'accord. Deuxième entorse, c'est le comportement de cet homme. Et Karine nous dit que l'homme dit, elle ne travaille pas. Donc c'est un peu comme si elle voulait dire, j'ai épousé une consommatrice. Vous voyez, c'est des termes que je n'aime pas entendre. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le mot pardon doit encadrer toute notre existence. Hein. C'est Oui, un peu ça. tout à fait. Ça veut dire que à chaque moment dans la vie de ce couple, il y a des écarts de comportement, des écarts de langage. Oui. Et tout, c'est... De l'intolérance. Voilà, à la de limite. l'intolérance. Et c'est pas bien. De l'animosité. Voilà, même, ça veut d'ailleurs. en dire en fait que j'ai l'impression qu'au départ, la femme venait en mariage. Et l'homme ne voulait pas. L'homme voulait quelqu'un qui lui fasse des enfants. Mais en faisant des enfants, peut-être de voir dans quelle mesure tu pourrais rapporter aussi quelque chose dans la famille. C'était un mauvais calcul. Et quand on crache en l'air, ça se retourne sur votre visage. Voilà, la machine a tourné maintenant dans un autre sens et ça revient que c'est la femme qui est en situation de, j'allais dire, en bonne situation maintenant. Or, on ne devrait pas être dans cette situation-là. On ne devrait, dans un mariage, on ne devrait pas être à ce niveau. Et comment faire? Justement, moi, je lui conseillerais de rester calme. D'abord, au regard de la situation actuelle, de la situation que vit le monde aujourd'hui, ce n'est même pas bien d'être marié quand vous allez aux États-Unis. Parce que là, votre mari, là-bas aux États-Unis, les seules personnes qui ont le droit, c'est la femme et c'est les enfants. Parce que on risque de vous transformer en esclave là-bas. Donc, en fait... Mais c'est l'homme qui veut le mariage. Oui, hein. parce qu'il vise à aller aux États-Unis. Oui, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Y aller étant marié, là, votre femme va monter sur votre tête, permettez l'expression. Donc, pour qui se protège, même là-bas aux États-Unis, comme on dit au quartier bêta, il va comme ça sans non, mais sauf que, est-ce qu'il peut y aller sans qu'il y ait voilà, à ce moment-là, elle laisse donc madame s'en aller. Oui. Elle laisse madame s'en aller. Peut-être, madame va se ressaisir lorsque ses enfants vont lui dire, mais papa, voilà, elle sera obligée de se dire que bon, même par pitié, je fais même ça par pitié. Voilà. Donc, même, ça veut dire que ce mariage n'a pas été soudé dès le départ, sinon on n'aboutirait pas. Mais le conseil, cher ami, ne demande plus l'acte de mariage. Là. Laisse madame aller travailler. Elle a même 45 ans. Elle va avoir sa retraite d'ici 15 ans. De temps en temps, elle vient, tu attaches le cœur. D'accord. Maintenant, le regroupement familial, qu'elle part d'abord avec ses enfants. Très bien. Alors, Florazé, c'est à vous que je m'adresse pour la prochaine prise de parole, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer dans l'histoire de ce matin, c'est la manière avec laquelle cette femme réussit à atteindre les sommets, la cime des cieux dans sa carrière professionnelle et qu'elle devient subitement, comme on le voit, très riche sur le plan financier et qu'elle acquiert des biens qu'elle met au nom de ses enfants parce qu'elle ne veut pas en faire profiter à son époux. Mais vous cautionnez ce genre de choses? Mais bien sûr. Vous avez parlé, bien sûr, vous avez parlé d'union tout à l'heure. Quand il y a union, il y a amour. Au-delà de la fidélité, il y a amour. Mais sauf que dans cette histoire, on a affaire à un homme qui n'a jamais aimé cette dame. Donc, comme Bombok l'a dit, forcément, il avait une ambition par rapport à cette dame. Donc, il voyait... Non, mais l'histoire
de ce matin est clair. L'homme dit qu'il voulait une femme qui travaille et tout. C'est pourquoi il ne s'est pas engagé dans le mariage. Sont-ils déjà mariés, Karine? Non. Ils ne sont pas encore mariés. Donc Traditionnellement. Ils sont maintenant, mariés traditionnellement. maintenant, ça veut dire que, il y en a qui lisent, hein, ça veut dire que qui voient votre potentiel. Ils savent qu'en étant avec vous, vous leur apportez beaucoup de chance, de bénédictions et autres. Ça existe. Mais sauf que Et cet il y a homme des n'a personnes, pas réussi à lire que sa femme pourrait Non. devenir ce qu'elle est aujourd'hui. mais hein. maintenant, vous savez, au-delà de Voilà. l'emploi, parce Ouais. qu'au-delà, je ne sais pas comment il vivait au quotidien. Donc ce monsieur, forcément, savait qu'il avait affaire à une femme battante. Non? Mais ils ont 4 enfants. Forcément, ils ont vécu ensemble. Et ils vivent encore ensemble. Donc, forcément, dans cette histoire, le monsieur savait qu'il avait affaire quand même à une femme battante. Bon, La preuve aujourd'hui, qu'est-ce qui peut donc expliquer La preuve- qu'il n'ait pas épousé légalement, du moins le mariage civil à l'époque quand on lui demandait? Pour vous, qu'est-ce que ça peut être mais oui, il y a des personnes. dû à quoi? Non, il y a des personnes qui ne réussissent pas à s'engager comme vous, comme moi. Il y a des personnes qui décident de prendre leur temps par rapport à la vie de couple. Il dit, ok, je commence avec le mariage traditionnel. On voit. C'est-à-dire qu'on s'étudie d'abord. Et puis après, on prend l'engagement officiel, etc. et tout. Il y a des personnes qui préfèrent se jeter à l'eau, et je dis avec amour. Sauf qu'aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus calculées. On a affaire à un homme qui a calculé. Donc maintenant, à un moment donné, est-ce que les calculs sont bons? Est-ce que j'ai réussi à faire, etc. et tout. Mais on a une femme qui a aimé son homme, qui lui a donné des enfants, et qui se projetait. Et aujourd'hui, elle a réussi à récolter ce qu'elle a sémé, c'est-à-dire de l'amour qu'elle a donné à sa famille et à cet homme. Aujourd'hui, elle est un peu confuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. Donc dans cette histoire, elle ne pense qu'à ses enfants. Quel est l'avenir pour ses enfants? Comment travailler avec ça? Et surtout qu'ils ont un père. Et que justement, il y a une stabilité sur le plan traditionnel, mais qui ne sécurise pas totalement la femme. On a vu, vous pouvez bien donner votre femme et puis aller épouser une autre. Donc aujourd'hui, la femme a 45 ans. Moi, je dirais à cette dame de ne pas se venger. Parce que à 45 ans, c'est vrai, on a encore sa vie devant soi, mais il y a des enfants. C'est ça le plus essentiel. Maintenant, est-ce qu'il faut accepter la proposition du monsieur ou pas, etc. Elle peut accepter la proposition du monsieur, on sait. Le mariage n'est pas une prison pour certaines personnes. Vous pouvez bien être avec quelqu'un dans la même maison et ne pas avoir les mêmes objectifs. Parce que je ne crois pas que cet homme, alors cette femme, en acceptant cet homme comme époux légitime, fait en sorte qu'ils auront maintenant, 10 ans plus tard, les mêmes projets, ambitions et autres, puisqu'ils n'ont jamais eu les mêmes objectifs, les mêmes ambitions au départ. D'accord. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Florazé, parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas répondu à ma question. Mais avant de revenir à vous, non, je reviendrai à vous, rassurez-vous. Florazé, ça, c'est une promesse. Je vous la fais, cette promesse. Alors, Charles Hamel, doit-on condamner cette femme? Je vous pose la question à vous aussi. Éric Fopoussi, elle doit être même crucifiée sur la croix de Saint-André. Est-ce que c'est parce que je parle français que je sais écrire et compter en français? Telle est la question qu'on sera même à poser à cette femme. Elle était à la recherche d'une seule chose, l'alliance, l'anneau d'or. C'est le fait pour elle de n'avoir pas eu l'anneau d'or qui a déterminé le reste de leur relation, monsieur Éric Fopoussi. Parce que je n'ai pas, je veux vivre comme une marionnette chez toi. Parce qu'en fait, c'est ça, cette femme vivait comme une marionnette. Elle ne vivait pas le mariage. Ça, c'est important de le préciser. Elle n'a vécu que pour démontrer à ce monsieur que je vais arriver, je vais atteindre mes objectifs, je vais te montrer que tu ne vaux rien. Voilà pourquoi elle est restée dans cette relation. En principe, elle a pris une décision. La décision, c'est de ne pas épouser son mari. Elle a pris, non pas ce jour, mais depuis le jour où elle a commencé à toucher de l'argent, depuis le jour où elle s'est rendue compte que financièrement elle est assise, elle s'est dit, le moment va arriver où je vais te monter. Donc, qu'elle ne vienne pas nous demander de lui dire quelle décision va elle a déjà pris sa décision, parce que les éléments qu'elle restitue de leur histoire ne visent qu'à une seule chose, lui donner raison et la prendre pour victime. Non, monsieur Éric Fopoussi n'est pas victime. Ça, c'est le premier point. Vous savez que la femme peut vous gueuler à l'intérieur. Lorsque vous lui donnez une gifle, elle traverse la porte. Lorsque le voisin vient dire c'est quoi, elle va dire vous l'avez boxé, vous avez voulu l'étrangler, parce qu'elle sera en larmes, c'est elle qu'on va croire. Alors que vous, dedans, vous n'avez donné qu'une petite baffe. Donc, elle a transformé l'histoire
pour rendre son mari le bourreau. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous entrez dans une histoire de couple, faites très attention à ce que dit la femme. La femme aime à se victimiser, on a inoculé ça dans ses gènes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussine, cette femme nous démontre que elles sont des véritables historiennes. Elles n'oublient rien. La femme n'oublie rien. Quand je le dis ici, là, on ne veut pas. La femme n'oublie rien. Elle a d'autant quelle année, Cardine Sondia? Il y a 15 ans, elle m'a dit qu'il y a 15 ans. Monsieur Eric Fopoussine. Donc, dans ce mariage, il n'y a pas eu de hauts. Il n'y a pas eu de moments de joie. Il n'y a pas eu de temps, même les naissances des enfants ne l'ont pas amené à oublier un ensemble de choses pour qu'elle conserve à l'idée cette rancune. Non, elle n'a pas conservé la rancune. C'est que il y a un fait nouveau qui est arrivé, Chalamel. C'est qu'elle doit aller aux États-Unis pour prendre service et désormais, il faut qu'elle y va avec sa famille. Et donc le monsieur... voilà. Le monsieur demande de l'épouser. Monsieur, il faut lorsque vous rentrez dans une entreprise, vous déclarez votre situation matrimoniale. Une multinationale, vous devez déclarer votre situation matrimoniale. Je suis désolé. Donc vous commencez par dire je suis célibataire. Même dans le simple emploi, vous dites je suis célibataire, je suis en concubinage, je suis vous la présenter. Ce n'est pas parce que les États-Unis sont arrivés qu'on va trembler comme une feuille morte, monsieur le proposé. Je suis désolé, non, je dis qu'on va trembler. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut qu'elle régularise elle-même. C'est elle-même qui doit régulariser sa propre situation. Donc à ce niveau, elle a gardé la rancune. C'est une rancune. Puisqu'elle a dit que les membres de sa famille, sa belle famille ont appelé, elle a dit je vais vous répondre comme lui. Il y a 15 ans, je suis suffisamment vieille. C'est une rancune. Alors lorsque vous vivez avec une femme qui est extrêmement rancunière, vous pouvez parler de l'amour. Vous pouvez parler de quoi? Une femme qui vous dit, elle-même lorsqu'elle vous raconte son histoire, que j'ai tout mis au nom de mes enfants. Ça veut dire que même le capital confiance de un tiers ne l'avait pas pour son mari. Ça veut dire que elle vient confirmer que le mariage est le seul champ de bataille où les deux ennemis dorment sur le même lit. C'est ça qu'elle vient confirmer. Tous les jours, elle se couche et dit, je ne t'ai pas fait, je vais te faire demain. Tu vas voir, c'est ça ce qu'elle est en train de démontrer. Parce qu'elle dit, j'ai tout mis au nom de mes enfants. Tout ce que j'ai travaillé, c'est au nom de mes enfants. Donc elle parle tellement de ses enfants. Elle les a fait avec qui? Elle les a fait avec qui? Le bois. Elle a fait avec un homme qui est le père de ses enfants. Donc voyez jusqu'où la rancune est poussée. Voyez jusqu'où elle a poussé le machiavélisme. Donc vous vous rendez compte qu'elle est dans une école où elle suit convenablement le cours. Donc je vais terminer en disant, monsieur, il faut pousser que quand la femme est en position de force, elle est très dangereuse. Il ne faut jamais laisser la femme être en position de force. Une seule seconde, lorsque vous aurez même deux dents, faites toujours tout pour rester l'homme. Parce que lorsque la position de force change, la femme profite de l'occasion. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui a vécu, il a mené sa vie en bon chef de famille. Mais un jour, il tombe malade. Il est couché, c'est un AVC qu'il avait malheureusement pris, il était tétraplégique, il ne parvenait plus à bouger. Alors, c'est sa femme qui s'occupait de lui. La seule chose que sa femme lui disait, tu vas écouter. Tu te rappelles tel jour, tu étais sorti à telle heure, je t'ai posé telle question. Tu m'as frappé ce jour, parle encore. Tu peux bouger, bouge. Elle envoie la main propre. Voilà comment elle a martyrisé. Son mari est mort. Il n'a pas pu supporter. Parce que ça, il a dit que tel jour, je t'avais demandé la adhération. Tu es sorti en gonflant comme ça, comme tes bras tenaient. Gonfle encore tes bras. Tu vas souffrir, là, gonfle encore. Donc, vous voyez jusqu'où la position. Donc, faites tout. Je vous assure, faites tout, monsieur. Elles ne sont pas toutes comme ça aussi. Non, monsieur le Fopoussine. Les femmes sont des historiennes du foyer. Attention, ça, je vous le dis. Ne faites pas quelque chose, vous croyez que votre femme a oublié. Elle va vous le rappeler. Un jour, vous serez en position de faiblesse. Elle va dire, ah, donc tu pouvais baisser un jour. Le lion est devenu le chat. À ce moment-là, vous serez fini. Voilà, tout à fait. Donc, quand vous mangez le petit du tigre, ne dormez qu'avec un œil. Voilà, tout à fait. Mais vous n'êtes pas possible vous aussi. Hein. Alors, mais je vais retenir que la rancune s'associe avec l'idiotie.
Il n'y a aucune intelligence dans la rancune. Et c'est là l'expression de cette femme qui montre bien qu'elle a passé 15 ans dans un foyer où elle ruminait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que c'est où vous nous ouvrez les yeux. Comment elle a vécu pendant tout ce temps avec cet homme dans cette maison. Mais comment elle a réussi à servir, à manger à cet homme? Voilà. Vous voyez que... Non, mais c'est d'une cruauté, mais ça fait mal. Alors, je reviens à vous, Florazé. Hein, je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. Je ne vous ai pas oublié. Alors, Karine, qu'est-ce que vous dites de l'histoire de ce matin? Vous pensez quoi? Vous en pensez quoi? Il y a une chanteuse camerounaise qui a dit que la femme n'oublie jamais. Si un jour, une femme coule une larme pour vous, sachez qu'elle va vous rendre ça. Parce que les hommes ont quand même une mauvaise attitude de penser que le mariage, c'est juste pour la femme. C'est-à-dire que quand on passe signer l'acte à la mairie, c'est seulement pour la femme qu'on le fait. Et pourtant, on est en train de préparer un couple. On est en train de préparer une famille dans laquelle il y aura des enfants. On les protège avec quoi? On protège son épouse avec quoi? On se protège soi-même avec quoi? Il n'y a que cet acte de mariage-là qui vous met en sécurité tous les trois, c'est-à-dire qu'avec les enfants. Maintenant, dans une situation où un monsieur, il a même été supplié, et c'est ça qui m'écoeure, c'est-à-dire que une femme veut accrocher sa vie à un monsieur. Elle supplie pour que le monsieur l'épouse et il dit niet. Je suis assez grand pour prendre mes décisions moi-même. Non, mais elle aussi, elle est grande. Elle n'a pas oublié. Elle est aussi, elle a 45 ans, donc elle est assez vieille pour décider si elle veut continuer avec vous ou pas. Il faut toujours faire attention aux paroles que vous avancez aux gens. C'est-à-dire que il pouvait même utiliser même une stratégie pour détourner. Non, chérie, on n'est pas pressé, on a encore tout le temps. Mais non, je suis assez vieux pour prendre des décisions moi-même. Papa, sois encore plus vieux maintenant et supporte qu'elle aille seule. Parce que ce qui est mauvais, l'expression de la maman, non, mais c'est d'un cynisme. Non, mais Karine, moi je vous reconnais pas là. Hein. Non, je peux vous dire. Hein, mais... Il y a quand même une histoire. Lorsque vous avancez des paroles, je vous ai dit, ce qui fait mal dans cette terre, ce n'est pas la plaie. Oui. Ce n'est pas l'accident. Mais c'est les paroles. Nos paroles sont capables de tout faire contre nous. Un monsieur qui dit à sa femme, à sa famille, à sa belle famille, je suis assez vieux pour prendre mes décisions moi-même. Ok, tu étais vieux à l'époque, mais maintenant tu es comment? Tu as rajeuni? Il est vieillard. Non, il a rajeuni. Et il va aller faire quoi là-bas? S'il est vieux, s'il est devenu encore plus vieux. Ce qui dérange cette femme, c'est qu'elle est dans une situation où elle a beaucoup fait des choses pour ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a accepté parce qu'elle aimait son mari, mais elle est restée parce qu'il y avait les enfants. Il a eu 15 ans pour resserrer les liens, 15 ans pour réparer le tir, 15 ans pour dire chérie, il faut que je t'épouse pour qu'on ne vieillisse pas séparés. Il a eu 15 ans pour dire à sa femme que chérie, j'ai repensé à notre histoire, j'aimerais qu'on recommence tout. Il a eu 15 ans pour autoriser à sa femme d'être heureuse comme elle aurait voulu au départ. C'est-à-dire qu'il a eu 15 ans pour voir sur sa femme sourire pour la bague. Parce que tout ce qu'on fait là, elle sait qu'elle est mariée, mais elle a sa rancune qui n'est pas morte. Et il attend, ça veut dire qu'aujourd'hui, si cette femme n'avait pas dit le travail me demande d'aller aux États-Unis et tout, avec ma famille et tout, il n'aurait jamais pensé à l'épouser et serait venu avec une autre femme, encore qu'il pouvait signer polygamie. Pourquoi il l'a refusé au départ? Pourquoi est-ce qu'il veut maintenant arranger les choses? Vous terminez là. D'accord. Alors, Chalamel, vous rebondissez décidément. Vous voulez réagir aux propos de Karine Sondia, même si dans ce qu'elle a dit, je ne vois rien d'inexact. Monsieur oui. Il n'y a rien de plus beau et de plus honorable que le mariage traditionnel. Il n'y a rien de plus beau. C'est là où vous faites le serment. Le vrai serment, monsieur Rifofoussi, lorsque vous ne le respectez pas, ça vous prend. Les gens ont tendance à croire que ça prend par la mort. Non, il y a des situations de la vie qui vous rappellent et qui vous ramènent à l'ordre, monsieur Rifofoussi. Lorsque vous faites ce serment. Oh, nous avons vu des gens, monsieur Rifofoussi, je connais un monsieur dans la ville de Douala, lorsqu'il tombe amoureux d'une femme, il l'épouse. Si vous allez fouiller, s'il y avait de vrais registres, vous allez vous rendre compte qu'il a au moins 17 mariages sur le dos. Je dis, lorsqu'il rencontre une femme, elle l'intéresse. Non, il va doter. Et il l'épouse. Jamais il va me faire ça dans le village de la femme. Il l'organise et des fêtes pompeuses. Je ne sais pas si c'est sa malchance.
Il y a quoi dans cette affaire qu'on appelle l'anneau? Qu'une femme va vivre, elle ne va tenir qu'à l'anneau. Nous avons vu des gens qui sont mariés Non, de mais manière... il semble que ce doigt est relié directement au cœur et que ce soit le seul qui soit relié au cœur. Non, mais voilà, oui. Allez-y, oui. Il faut être une femme pour le comprendre. Nous avons vu des gens qui se sont mariés, qui ont vécu une vie, ils ont épousé des femmes. À leur mort, on a découvert qu'ils étaient des polygames cachés. D'autres, on a découvert même de leur vivant qu'ils étaient des polygames cachés. Donc, je serais content et je serais d'avis avec toutes les femmes si cette affaire qu'ils appellent là, le truc en or, là, le métal qu'on met là, si cet instrument permettait de fidéliser l'homme, canaliser son regard, sa parole, ses pensées. Mais ça n'apporte et ça ne change rien. C'est une question d'esprit. Si on m'avait dit qu'en 15 ans, il avait rencontré notre fille, ok. Qu'il avait pris notre femme, ok. Qu'il avait fait des enfants dehors, ok, j'aurais légitimé. Mais en 15 ans, il est resté lui-même. D'accord. Alors, Florazé, je reviens à vous quand même. Hein. Alors, cette femme, sur son comportement, quand même, des biens les mettre au nom de l'enfant parce qu'on veut éviter l'homme. Est-ce que c'est normal ça? Quand même, dites-nous. C'est normal, je crois que Karine a tout dit. Non, vous savez, quand Bombo parlait des dérives, du début jusqu'à la fin de cette histoire, je suis d'accord. Première dérive dans cette histoire, c'est d'avoir été avec cet homme et d'avoir fait les enfants avec lui. Je suis sûre qu'avant même la dot. Parce que quand l'homme dit dans l'histoire qu'il attendait d'épouser cette dame, enfin, au bon moment, quand elle allait avoir un emploi, vous comprenez tout de suite à qui on a affaire. C'est simple. C'est ça, en fait, c'est ce qui, moi, m'embête dans le choix de nos partenaires. N'ayez pas peur, comme Karine l'a dit, que le mariage, c'est pas que c'est un homme qui vous fait plaisir. Non, vous faites également plaisir à ce dernier. Parce que quand il est à l'extérieur, on dit c'est monsieur Fopousinegou, il a une femme, 2, 3 enfants. En fait, c'est grâce à la femme que l'homme a les honneurs. La Bible le dit. Donc maintenant qu'on a affaire à une femme qui est quand même restée, c'est-à-dire que qui a vécu dans cette dérive, elle a même supplié, elle a tout fait. Vous savez que je suis contre tout ça. Parce qu'un homme qui vous aime bien, vous cherchez dans votre famille. Il fait honneur à votre famille et à lui-même aussi. Mais on a donc un homme qui a décidé de rester dans cette irresponsabilité, dans cette dérive et tout. Et aujourd'hui que sa femme a déjà une bonne position, etc. et tout, il commande le mariage. Le mariage ne donne pas justement aujourd'hui. Monsieur, le mariage ne donne pas une fois en soi. Parce qu'aujourd'hui, non, justement, c'est ça le véritable problème. La bague n'est pas importante. La bague, justement, la bague n'est pas importante. Pourquoi aujourd'hui, il impose à cette femme? Pourquoi aujourd'hui elle n'est plus calme et c'est très non. En tout cas, c'est au départ, la base. Avant d'aller vivre avec un homme, il y a des projections qu'il faut se faire. Est-ce que je dois faire un enfant avec ce dernier avant qu'il me épouse? Est-ce que je dois vivre avec lui? C'est ça les différentes questions que nous devons nous poser. On arrête là. On va lire quelques messages. On va rester sur vous, Florazé, pour lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Allez-y. Oh là là, Carole Abépanda Ambiance, elle est très forte. Elle dit Honoré, là, c'est un fossé. Hein. Vraiment, Edwige, je vais aux États-Unis avec tes enfants. Elle n'était pas mariée il y a 15 ans. Maintenant, elle est parce qu'elle a un emploi et qu'il y a justement cette opportunité des États-Unis. Le père de cette dame a supplié l'homme d'épouser sa fille légitimement après la dot. Il a refusé. Et le père a trouvé un travail à sa fille. Et c'est après, bon, voilà. Ardent réagit ce matin. Je pense que ce monsieur est doué de mauvaise foi. Et il voit en elle une autre femme qui grandit et veut faire semblant de l'aimer. Voilà, il ne l'a jamais aimé, il est malhonnête, il est même un escroc en sentiment. Oh là là, un escroc en sentiment. Ça existe ça? Oui, ça existe. L'escroquerie sentimentale. Oui, 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup. Oui. Ce n'est même pas le concubinat, mais 15 ans. Vous appelez ça escroquerie. Bonjour à vous. Le gars l'a doté. Elle a 2 enfants. Je refais ma vie. Il faut s'occuper de sa progéniture. Voilà, encore que pour sortir, pour aller aux États-Unis, il faudrait que le mari ait donné son consentement. Consentement. Voilà. Donc tout ce que vous dites là, il faut que le père des enfants. Donc vous pensez que vous allez ramasser les enfants, vous allez amener les enfants aux États-Unis. Attention, je suis désolé, madame, je suis désolé. Il faut que cet homme donne son avis à ce niveau. Alors moi, à sa place, je dis, va faire tes études ou c'est ton travail. Je reste m'occuper de mes enfants. Ça s'arrête là. Et Sian Armbam réagit, dit que la femme est un serpent à 2 têtes dans cette histoire. La vengeance est une âme tranchante et dangereuse. Edwige ne doit pas l'utiliser contre son mari. C'est Maurice Atakam à Bonjoun qui réagit. Pour moi, la femme a raison. Autre réaction, j'aime bien que
que la femme se retrouve dans cette situation. En plus, cette femme n'était pas mariée et la maman doit... C'est sûr que cette femme souffre beaucoup. D'accord. Alors, merci beaucoup à tout le monde. C'est le premier acte qui est ainsi livré de l'édition de ce 7 mai 2019. Madame, monsieur, restez avec nous sur le Zénith. Equinox Télévision, voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des transports clandestins au Cameroun. Monsieur le ministre des Transports a pris sur lui d'interdire désormais les transports clandestins. Nous avons applaudi, nous avons été tous contents, mais seulement les populations en souffrent. Mais avant, dites-nous, quelle est l'identité de ces messieurs qui conduisent les véhicules appelés communément OPEP, Makemazou, mieux, des transports clandestins? Qui contrôle qui, quoi, où et comment dans ce pays? Qui assure le transport des usagers des principales villes vers l'arrière-pays dans ce pays? Avez-vous déjà vu les véhicules qui font la ligne aidée à Douala? Puma, Sombenge, Ngambe, Ngambe, Borbea, Nkak. Avez-vous déjà vu les véhicules qui font la ligne de Bazou Bama, de Bazou Mbiam, Tongo, Ofanda? Avez-vous déjà vu les véhicules qui font la ligne de Nkole Beswan pour Lobo, Monatele et Vodula, Nkole Pom ou Alon Long? Avez-vous déjà vu les véhicules qui font la ligne de Bolova pour Biwongbane, Kenzu, Kete, Ouli? Je ne pense pas. Parce que si vous avez vu, vous comprendrez que ils sauvent les populations. Avez-vous déjà vu les véhicules qui font la ligne d'Ntui, Pungoro, Talba, Ndek? Je doute fort. Parce que si vous avez vu, monsieur le ministre, vous n'allez pas interdire. Il n'existe pas des agences de voyage. Il n'existe pas des agences de renom. C'est des individus qui mettent leur voiture pour aider les populations de ces différentes contrées. Si vous avez déjà parcouru la ligne de Ndom, de Nyanon, Andom, vous allez vous rendre compte, monsieur le ministre, que là-bas, c'est les camions militaires qui sauvent les populations. On voyage là-bas par groupe de 100 ou groupe de 50. Il n'y a pas de route. Alors, monsieur le ministre, il faut dire qu'interdire les transports clandestins ont été applaudis, mais ça fait plus de mal. Parce qu'aujourd'hui, les forces de maintien de l'ordre se sont agrippées sur ça pour une répression sauvage. Désormais, vous savez que c'est interdit, alors vous avez le choix. Soit vous payez et vous payez bien, soit vous garez les véhicules. Pour les déplacements à l'intérieur de la ville, est-ce que vous savez comment on fait pour partir de Bonabéry pour le marché central? Ancien Dalip, boulevard Amadou Idio, Mbopi, du côté de village, on a un carrefour Kombi, Dakar, entre lycée, Elf, Tradex, Yassa, autant de zones très importantes pour les clans d'eau. Ah oui, monsieur le ministre, vous avez les grosses Prado. Vous passez avec vos Prado, vous allez faire la belle vie. Mais les populations, elles ont deux choses. Soit les motos qui les renversent tout le temps, soit la marche à pied. Plus besoin de ces Makemazou. Oui, monsieur le ministre, il faut le dire, ces transports font la liaison entre les grandes agglomérations du Cameroun et la ceinture proche, emportant à la fois voyageurs et marchandises dans des conditions de confort et de sécurité déplorables. Mais ils n'ont pas le choix. Placez-vous à l'entrée de la ville.
vous allez vous rendre compte que dans les voitures qui chargent le coq, les coquets, dedans il y a les passagers qui sont assis parce qu'il manque de véhicules. Même les dîners ne parviennent pas à entrer en forêt. Ce sont ces petits véhicules, ces petits véhicules comme on les appelle, qui font le transport clandestin. Comment non comprendre cette montée en puissance en termes de décision alors que les populations souffrent? N'y avait-il pas mieux ou non seulement moyen d'essayer d'arranger cette difficile et incompréhensible problématique que pose le transport que vous appelez clandestin dans ce pays? Des transports qui a engagé, comme on le voit très bien, ce chantier de lutte contre les transports clandestins, et on va évidemment se poser cette question ce matin, et avec vous Charles Hamel, grâce à vos dénonciations, à votre colère de ce matin, voir quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle opération et ce que ça pourrait apporter comme bénéfice aux Camerounais. Et on voit très bien que là encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sans préalable, des préalables pour que ce type d'action gouvernementale puisse porter ses fruits, parce qu'il faut dire que les transports, comme vous l'avez dit, qui sont clandestins, ont l'avantage généralement de régler une situation pour ceux qui veulent se déplacer dans certaines contrées difficiles du Cameroun et qui ont besoin de ces transports-là pour aller d'un point à un autre. Et donc, aller à la guerre contre ces transports-là de manière, comme on le voit actuellement, de manière désordonnée, va donc créer un manque réel. Et comment on comble ce manque-là? C'est toute la question qu'on pourrait se poser. Et vous faites bien de la poser avec nous ce matin, Charles Hamel Bachou. Bon, Obengan, il semble que cette bataille a chaque fois été menée par les ministres successifs qui sont succédés à ce ministère. Mais au final, que doit-on comprendre sur cette question? Il faut comprendre que ce n'est pas une guerre, parce que c'est ce que le gouvernement utilise. On va en guerre contre. On va mener la bataille contre le transport clandestin. Oui. Vous savez bien que la guerre, on ne sait pas c'est celui qui gagne. On peut savoir quand ça commence, mais qui va gagner en dernier et quels sont les effets collatéraux de la guerre et tout. Et puisqu'on l'a placé comme une guerre, ce sera donc difficile de la gagner. Et on ne sait pas. Puisqu'on n'a pas le calendrier de la guerre, ça peut rester là éternellement. Qui viendra donc arbitrer? Et ce genre de guerre, il n'y a donc pas d'arbitrage. Voilà. C'est une guerre perpétuelle. Donc, oui. Ce mot, j'entends ça de membres du gouvernement, il ne faut pas le placer comme ça. Mais quand on dit transport clandestin, il s'agit de quoi? Il s'agit... Il s'agit des transporteurs qui se sont pas fait enregistrer comme entreprise, ou alors comme entrepreneur, ou alors qui n'ont pas l'autorisation, qui n'ont pas d'agrément. D'agrément. Oui. Maintenant, dans nos villages, est-ce qu'il n'y a jamais eu de transport, j'allais dire, de transport normal dans ces villages? Non, je ne pense que non. Donc, en fait, on est parti, ou alors on devrait partir de la prévoyance, c'est ce qu'ils appellent prévoyance routière ou prévention routière à la sécurité routière. Je pense que le mot approprié, ce n'est pas la bataille contre le clandestin, ce n'est pas la guerre contre le clandestin, mais c'est de la sécurité routière qu'il s'agit. Lorsque vous posez le problème de la sécurité routière, vous commencez maintenant... Vous avez résolu 50% du problème. Absolument, oui. 50%. Oui. Puisque là, vous allez donc juger les infrastructures de ces routes. Maintenant, la mobilité des gens sur ces routes-là. Et comment accompagner ces voitures-là sur ces routes-là. Sur ces routes-là. Justement, c'est comme ça que ça peut... Et ça va donc aller de manière graduelle, puisqu'on parle de sécurité routière. Quelles sont les compagnies interurbaines qu'on peut tolérer, qu'on peut accepter? D'accord. On va tolérer. Et ces compagnies-là vont payer les impôts normalement et tout. Et maintenant, on est dans les situations où il a parlé de Ndom, par exemple, ou de Mbiombané, de certain nombre de choses. C'est compliqué. Vous allez faire comment pour, par exemple, nous sommes à Douala, pour amener les populations à aller vers Nyanon, vers Ndom, vers tout ce genre de suite. Même à Dizangue, pour aller à Dizangue, à Mouankou, pour aller
vous parlez bien de Foulassi, de Bembis. Vous pouvez y aller comment? Comment? Donc c'est compliqué. Donc vous pouvez aller à Comdeux comment? Vous pouvez aller en Vengue comment? Voilà. Donc ce n'est pas parce que le ministre Joseph Ona lui peut aller en Vengue comme il veut, mais les populations vont en Vengue comment à partir de Bolova, à partir de Kribi. Oui. Ça devient compliqué. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, vous posez le problème donc des infrastructures routières et vous tolérez. Vous tolérez parce que quand on dit que l'État procède par la délégation de pouvoir, c'est un peu cela. Vous dites, on tolère que les voitures, parce que nous avons des populations de tel endroit, on n'arrive pas à résoudre, à subvenir à certains de leurs besoins. On tolère de la même manière qu'on laisse à notre époque, on parlait des enseignants bénévoles. Aujourd'hui, vous parlez des maîtres des parents. Voilà. Maintenant, les parents ont accouché des maîtres quand les parents ont. Donc, il devrait avoir une formule de tolérance. Une formule de tolérance administrative. Mais bon, Begane, il faut aussi voir qu'il y a des effets pervers de cette lutte qui est menée par ce ministère des Transports. C'est que au final, il y a comme une inefficacité dans la lutte. Parce que vous avez ces contrôles qui se multiplient. Et ces contrôles, on sait très bien comment certains agents de police fonctionnent sur nos routes et qui découragent même le travail et l'utilité de ces transports clandestins dont on parle ce matin. Oui, absolument. Oui. Effet pervers. Oui, c'est pervers. Et j'allais dire, cette déviance quand c'est entretenu par les forces de maintien de l'ordre, ça devient plus grave encore. Oui. Il a bien fait de prendre le cas de Douala et Deya ou même de Douala Limbe ou Douala. Vous allez voir. Lorsque vous quittez à Douala, à Yassa, vous avez le brigade de Gémi en face du stade de Japoma. Et avant de traverser le pont de la Dibamba, il y a on vous parlait de la brigade routière de la gendarmerie. Dès que vous traversez le pont, les gars de DEA commencent à vous surveiller. Il y a au moins 3 barrières avant d'arriver à IDEA. Oui. Donc, et qui vous accompagne. Si vous allez à IDEA, tant mieux. Mais si vous continuez à Pouma, Boumiebe, c'est très grave. Dès que vous traversez les véchés de DEA, vous avez un contrôle. Vous voyez, donc, comme vous avez raison de le dire. Donc, vous voyez qu'à ce moment, comment... Vous qui avez donc, il faut dire à monsieur le ministre que sa mesure est en train de... elle se sert les intérêts. Déjà, est en train d'engraisser. Les commandants d'engraisser. Les gendarmes et les policiers vont bien cotiser dans parce qu'ils sont dans les tontines. Ils vont maintenant bien cotiser. Et ça coïncide avec les vacances bientôt. Donc, en fait... Parce que maintenant, ils n'ont qu'une seule excuse dans la... Non, il y a le ministre interdit. Le ministre est interdit et on se retrouve donc, dans cet engrenage. Il devait venir avec les municipalités. Par exemple, en Dôme, en Biobane, à Kiosi, je ne sais pas moi, à Tonga, à tout. On voit. Bon, il demande au maire, au sous-préfet. Puisque ces gens, ils aident même les commandants de brigade qui n'ont pas de voiture et même de ces motos-là. Il a dit, quelles sont les compagnies qui vous desservent ici, comme on appelle les taxis brousses. Quels sont les aménagements qu'on peut faire? Voilà. On peut même recenser les personnes on les recense. Et après, tout à fait. Oui. Et c'est facile à faire d'ailleurs. Pourquoi choisir une méthode facile et inefficace comme on le voit? Oui, Chalamel, allez-y. Il faut dire que ce qu'ils appellent transport clandestin sont en fait le moyen le plus efficace pour résoudre une quantité de problèmes. Parfois, vous placez ici, moi j'ai vu des mamans, elles font des jeunes femmes, elles font le parquet, elles se placent à Yassa. Elle voit un chauffeur, elle dit que tu donnes ça à maman, hein, tu as compris, non, oui, elle remet le parquet, et lance ça à l'avant. Ces chauffeurs connaissent les maisons. Absolument. Même à 2h du matin, c'est que j'ai le paquet de maman. Je vais déposer. Il y a un temps. Et je doute fort que ces ministres ne savent pas ça. Ça a longtemps existé. Les chauffeurs de la ligne de Douala, Limbe, déjà des zones très compliquées, se retrouvent à subir une répression sauvage. Tico, Limbe, Moutengene, ils disent qu'ils ne peuvent plus parce que le ministre, lorsqu'on arrive en route, le ministre a dit, transport par petite voiture, le ministre a dit, il ne veut plus ça. Les populations vont fonctionner. Donc, comment, monsieur, il faut possible? Vous avez aux alentours des hôtels, des gens qui gardent les véhicules. Voilà les transporteurs clandestins. Ils payent où? Les vrais. Voilà les vrais
voilà des vrais clandestins. Et c'est eux que les ministres prennent. C'est eux qui gardent devant les hôtels. Ils sont assis là comme monsieur une voiture, monsieur une voiture, dans les agences de voyage. Ils sont pleins garés. Voilà les clandestins que le ministre devait attaquer, qui s'enregistrent et qui payent les papiers. Le soir, vous avez des fonctionnaires qui, au lieu de rentrer chez eux, font la ligne de Dalip. Village. Voilà les gars. Maintenant, monsieur, il faut faire du travail. On va revenir à vous. Florazé, vous prendrez la parole. Karine Sontier, rassurez-vous, vous prendrez la parole également. Voilà, monsieur, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Le Zénith revient dans quelques minutes après cette courte pause. Surtout, on va rendre hommage à cette belle chanson qui, évidemment, nous rappelle le couscous cuit, un mets, on va dire, sacré. Hein. Je préfère m'arrêter là pour que sur ce plateau, ceux qui m'écoutent ne m'éteignent pas. Voilà, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision, mardi 7 mai 2019, deuxième partie de ce programme. Et comme chaque jour, on va lancer cette deuxième partie avec quelques messages que vous nous envoyez via les numéros qui s'affichent habituellement au bas de votre petit écran. Alors, allez-y, Florazé. Alors, il y a Cyril Alopom qui réagit. D'ici, il y avait des transports clandestins. Bon, ici, certaines entreprises, beaucoup de Camerounais auraient la vie sauve et beaucoup plus à améliorer. Autre réaction, à force de normaliser également les écarts, on finit par écarter la norme. C'est Wilfried qui réagit à Colmessin. D'accord. Alors, je veux juste que Karine Sontier s'exprime sur cette question, Charles. Après, vous prendrez la parole. Allez-y, Karine. Oui. Ce qui est important quand même de noter, c'est que ces phénomènes de transport clandestin ce phénomène a pris de l'ampleur parce que les conducteurs, les transporteurs ont vu qu'il y avait un déficit au niveau des échanges urbains côté transport. Mais ce qui est encore plus important, c'est que à la base même, ce sont des personnels qui ont commencé à lancer ce phénomène, à faire en sorte qu'il devient aussi vulgaire, c'est-à-dire qu'un monsieur en rentrant du boulot, comme monsieur Mbachou l'a dit, et porter des gens. Mais il y a des villes au Cameroun où pour y arriver, c'est facile. Mais pour arriver dans les localités reculées, là-bas, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, je vais prendre l'exemple de la ville de Tchang, par exemple. Quitter ici pour Tchang, il y a la route, ça passe. Même s'il y a à quelques endroits, il y a des creux, il y a des bouchons et autres. Mais lorsque vous arrivez à Tchang, pour aller dans n'importe quel village là-bas, il faut débourser au moins 1000 francs en saison sèche et 2000 francs en saison pluvieuse. C'est-à-dire que là-bas, il y a des routes qui ne passent presque pas. À un moment donné, celui qui vous conduit, c'est-à-dire le moteur taximan, il est obligé de mettre les pieds au sol pour pousser et vous derrière. Non. Et monsieur Mathieu aime bien le dire. Quand vous voulez paniquer, vous dites non, on va passer. Et vous roulez sur une petite piste. Et juste à côté de vous, il y a une montagne avec des pierres au-dessus. Vous avez l'impression que ces pierres-là vont tomber justement sur vous. Donc, les pistes pour lesquelles on arrive, quelle voiture, quel bus, quel engin autre que ces mototaxis, mais ces transporteurs clandestins puissent arriver là-bas. Et ça fait que dans ces villes-là, on appelle ces conducteurs de mototaximens les clandestins. Rien d'autre. C'est leur nom. Alors, merci d'avoir fait un tour à Tchang. Je rappelle qu'il y a des Jeux universitaires là-bas en ce moment et que, évidemment, le Cameroun universitaire s'y retrouve en ce moment. Mais j'aimerais également en profiter pour dire que pensez à ceux qui le regardent de Fokoué. Fokoué également, où vous pouvez aller, il faut évidemment prendre... Vous avez le village médecin. Voilà. Merci de nous rappeler au bon souvenir de la Menoie, de toutes les façons. Alors, voilà, merci. Alors, oui, ce que je voulais dire à Eric Popo, c'est que même quand vous voyez l'état de ces voitures, mais attendez, je veux dire, c'est pratiquement la même chose qu'avec l'état des routes, les zones enclavées. Quand Chalamel a parlé de coq, justement, j'ai pensé à ces paysans, à ces femmes, parce que cette lutte ou alors cette réglementation et autres va causer beaucoup de tort aux paysans, c'est-à-dire aux cultivateurs et autres. Parce que non seulement ça va élever, c'est déjà constant, le prix du transport est élevé. Alors maintenant, la Bayam Selam ou la cultivatrice et autres qui a taillé, coupé son coq, le paquet qui a 125 francs, quand ça vient à Yaoundé, c'est 250 francs, c'est 300 francs le paquet. Oui. Le manioc, le macabo, etc. et tout. Parce que ce sont des zones enclavées. Disons-le, même moi-même qui vous parle. Après Yaoundé, c'est dans le Makemazou que vous entrez. Vous êtes 6-7 derrière. Florazé ou pas, quoi. Vous prenez le VIP Douala Yaoundé. Vous allez voir après
vous voyez la petite gare routière là, Ok. ce sont les Mac. On vous dit, allez monter, vous n'avez pas, quand vous n'avez pas votre 4x4, votre voiture. Mais il faut y aller pour vivre cette réalité. Moi-même, je vois dans ce cas, parce que les routes sont impraticables. Et il y a que ces voitures-là. En gros, pour vous, que le ministre s'assied dans son fauteuil climatisé, dans son bureau à Yaoundé, C'est trop facile, oui. Signe. voilà, Non, c'est avec trop siège facile. chauffant, et qu'il signe une telle décision, vous dites que, sincèrement... Non, ils vont donner un peu c'est de bonbons. oublier à ces ça, animaux. c'est oublier le calvaire que les populations vivent, surtout dans ces zones enclavées, dans ces zones reculées. Non, D'accord. c'est un peu trop, c'est asphyxier, asphyxier ces personnes. Parce que après, c'est nous également qui sommes dans les grandes villes, qui vivons justement cette répercussion. retombées. Oui, les retombées. Tu peux placer ton petit paquet, tête de macabo, 4, on te dit 500, 600 1000 francs. francs. C'est difficile parce que là-bas, c'est là quand la nourriture vient à la gare de Bassin, etc. et tout. C'est énorme. Elle veut bien également retourner dans son... Moi, je souhaite son seulement, avant que capital. j'aille Oui, bon. ce week-end, Oui. que le ministre rentre chez lui à Idéa. Ouais. Il observe comment les gens vont à Sokson Lolo, à Ndom, à Dizangue, à Mouanko. D'accord. Voilà. Et là, il va prendre des bonnes mesures. Quand il va arriver à Sombengue, il dit comment les gens font pour arriver à Bodbeya, pour arriver à Ndom, voilà, et tout, pour arriver à Cannes et tout. À ce moment, et que lui, donc, il mette en place une compagnie, une agence de transport qui va les y amener. Qui va desservir ces voilà, parce que localités. les enfants vont encore Et bientôt aller en Oui, Corée, bien c'est sûr. tout. N'oubliez pas, quand vous parlez d'une agence de voyage, vous parlez du volume du trafic. Est-ce que le trafic est le même? Le trafic de aider à, comme vous avez dit, son lolo, est le même que Douala Yaoundé? Le trafic n'est pas le même. Donc, les gars ne vont parler, l'état de la route, monsieur, il faut pousser. Je dis, ce gouvernement, à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Lorsque vous vous placez à Bafoussam, monsieur Eric Fopoussi, il y a une quantité de bassins à Bafoussam que vous posez des questions. Ça, c'est appréciable. Je me suis posé la question et ça m'a amené à remonter le tracé. De Bafoussam, vous vous retrouvez rapidement en Dokpima. De Bafoussam, vous vous retrouvez en Gambé. Je dis facilement. Il y a la route, monsieur Fopoussi. Justement, les gens qui vont là-bas passent par Bafang et tout. Voilà, je dis que c'est pas de Bafoussam, vous êtes dans la zone Bassa facilement. Je dis facilement. la même chaîne Si on avait tracé, ne serait-ce que les différents, vraiment, les gens auraient moins de problèmes. Prenez le cas, Douala Yabassi. Douala Yabassi, monsieur Rifo. Douala Konjok. On compte. À Dobia, pour aller à Dobia, dans le Gam, vous passez par Bafang. D'abord, en termes de vêtements. Oui. Évitez le blanc, le rouge, marron foncé. Parce que vous Mon fameux Dobian, merci de me rappeler mon fameux Dobian. Et si vous voulez, quand vous roulez, vous arrêtez d'abord à Bafang. Il y a notre véhicule qui va continuer. D'accord, merci. Alors, on va dire que, monsieur le ministre Ngale Bibeye, sincèrement, votre décision, voilà, on se rend bien compte que c'est inefficace et que ça ne résout pas le problème, parce qu'Orobengan a évoqué le cas de la prévention routière et de la sécurité routière. Lorsqu'on a intégré que ce contre quoi on est en train d'agir, c'est bien sûr d'apporter la sécurité routière, on a résolu au moins 50% du problème avant de commencer une quelconque action. Donc voilà où il faut se lancer, les infrastructures routières et évidemment ces personnes qui se battent au quotidien pour apporter un travail remarquable à ces femmes, c'est un salam à ces personnes qui vont au village. Monsieur, il faut voilà, oui. C'est des tercelles. Et vous voyez, c'est quand je tire un coup de chapeau aux mécaniciens de ces hommes. Ah, je sais pas. Et vous voyez, même le constructeur de la TSL, celui qui a fabriqué la TSL, il va arriver, la TSL, il va applaudir. Voilà. Les gars, ils ont transformé la TSL en quelque chose de... Vous voyez les amortisseurs, les gars, mais c'est des concepteurs, ces gars. Toute la nourriture qui nous sort. Dès que vous descendez à Bafang, pour aller à Bakomen, pour aller à Babouchengale, pour aller à Babone, je dis tous ces différents villages là, c'est le Makomazou. Il n'y a pas d'agence qui peut vous permettre de traverser. D'accord. Donc quand le ministre prend cette décision, j'ai bien l'impression que c'est le commandant de brigade, les commissaires, qui veut dire, bon, je vous fais un clin d'œil, ne vous plaignez pas, je vous fais un clin d'œil. Parce que lorsqu'on arrive, on dit, monsieur, et vous allez vous rendre compte qu'à ce moment, tous les barrières de police, les gars ont la photocopie de la décision. Dit, monsieur le chauffeur, lisez, vous-même lisez. La note du Qu'est-ce ministre. qui est écrit? Qu'interdiction donc carré.
Donc, vous voyez. Ça vient de Yaoundé. Merci. On va continuer à lire 2-3 messages Florazzi avant de passer à autre chose. Alors, le gouvernement met la charrue avant les bœufs. Hein. Il faut d'abord des bonnes routes et ensuite on pourra sanctionner. Autre réaction, je pense que on devrait continuer à assainir, à prendre soin des... On devrait d'abord assainir les infrastructures routières au Cameroun et puis penser justement aux différentes sanctions. Oui. Autre réaction, on doit d'abord enlever, c'est un contrôle abusif, nous dit notre cher ami ce matin. Autre... J'ai dit 2 ou 3, allons-y avec 2 de plus. Je ne pense pas que c'est Adam qui... Je pense pas que le phénomène de transport de brousse devrait être apparenté au transport clandestin, c'est à bannir. Il n'existe pas de routes, les routes sont impraticables et nos dirigeants sont champions pour signer justement ces différents décrets. Voilà. Attendez, quand vous dites encore transport de brousse là, vous venez compliquer le transport en lui-même. Vous venez compliquer le transport en lui-même. Transport, c'est le transport de brousse, monsieur. On les goupille tout ça dans le transport clandestin. Voilà. Donc au final, c'est le grand ensemble. Et quand il le dit, c'est justement pour que le ministre fasse la différence. Justement, quand il le dit, c'est intéressant. Monsieur le ministre doit faire la différence entre transport urbain et entre ces transports-là. Que, effectivement, ils n'ont pas les papiers, effectivement, ils n'ont pas d'agrément, mais parce qu'ils jouent un rôle important de transport de brousse, on devrait les classer dans une catégorie spéciale et ne pas les encadrer. Oui, et ne pas s'occuper d'eux. Maintenant, il y a ceux qui sont en ville. Voilà. Vous l'avez dit, ceux qui prennent leur voiture personnelle le soir tombé et vont en Saint-Dali. Voilà, ça c'est eux là qu'il faut aller chercher. Absolument. Voilà. Donc c'est ça nous dirons qu'ils aident aussi. Ils aident aussi. Non, il n'y a pas de taxi. Non, ça veut dire que, comme vous avez bien fait de le relever, dans ce cas en ville, ceux qui ont donc l'agrément vont multiplier les bus. Voilà. Et justement, quelle compagnie de transport va aller assurer le genre de tercelle que Charles Amel a dit? Oui, c'est clair. Parce que même l'assurance vous dira. Vous voyez les pick-up qui vont à Tongo, à Fanda. Je vous assure, les cars, il n'y a pas d'amortisseur qui existe. Les lames, les gars superposent les lames, parce que c'est mardi aujourd'hui, aller là au lieu qu'on appelle haute tension Bédi, là où on charge un dôme. Voilà, donc vous allez voir que ces pick-up n'ont rien en commun avec les autres pick-up. Voilà, monsieur, merci de vous plonger dans le Cameroun, le vrai Cameroun, cette fois-là. Alors, on va poursuivre cette émission 10-12 le Zénith avec la revue des réseaux sociaux. Nous allons sur ces réseaux sociaux. Je tiens à rappeler que le président Paul Biya a encore tweeté aujourd'hui, il faut le raser, avant que vous ne preniez votre revue des réseaux sociaux. Et dans ce tweet, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il parle de pardon. Il dit qu'on devrait pardonner, les Camerounais doivent pardonner pour atteindre une paix sociale durable. C'est ce que dit un quintessent de chef de l'État dans sa publication quotidienne désormais. Vous savez, nous sommes désormais sur Twitter et sur Facebook. D'ailleurs, ce matin, Mutation a titré le tweetologue. Voilà, c'est un terme qui a été créé, le tweetologue. Vous voyez que votre revue donne des idées. Bien sûr. Au sommet de l'État. Tout à fait. La revue des réseaux sociaux. Autre fait également majeur dans le cas de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi, justement dans cette récente newsletter qui fait le tour des réseaux sociaux de la présidence de la République. On a également en image une ligne de test qui faisait également honneur aux grandes opportunités pour cette année. Et il s'agit également de celle rapportant le décret, je cite numéro 2019/043 du 5 février de cette année, accordant justement une délégation permanente de signature à M. Ferdinand Nganga et puis secrétaire général de la présidence de la République. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. En tout cas, certains estiment que c'est le test est, sur la toile, le test est devenu tout de suite viral pour l'opinion qui se met en tout cas de cette disposition. Certains estiment que c'est la confirmation, en tout cas de ce qui se chuchote dans les chaumières et même aussi sur les réseaux sociaux, à savoir l'exercice même de fait du pouvoir suprême par le Sénat
secrétaire donc général de la présidence de la République. Certains même ont tweeté, on fait des réactions sur la toile. On parlait de plein pouvoir accordé au plénipotentiaire Ferdinand Ngongoro. Donc ce sont des réactions justement qu'on a pris ça et là. Maintenant la grosse question, comment comprendre cette délégation de signature accordée à M. Ferdinand Ngongoro? Autant de questions, Eric Fopoussi, qu'on se pose sur la toile. Alors, vous savez que nous sommes Equinox et que, parce que nous sommes Equinox, nous avons un devoir face à cette République, face à ce pays, c'est de pouvoir dire aux gens ce qui est. Alors, commençons d'abord par la loi, par ce qui est, par les textes de la République. Alors, il y a ce décret numéro 2011/412 que j'aimerais évidemment convoquer pour ceux qui nous regardent ce matin. Allez le lire. Décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. Donc, décret 2011/412. Qu'est-ce qu'il dit? Allez à l'article 3, alinéa 2. Il dit ceci, il dispose de ceci, je cite, dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature. Dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature. Donc, pour dire que, évidemment, c'est quelque chose qui est légal puisqu'il y a un texte qui l'atteste. Donc, il faut qu'on soit d'accord sur ce principe-là. Et que, même dans de nombreuses associations, il existe parfois un président qui peut déléguer la signature à son secrétaire général, à son vice-président, ça existe. Bon, pourquoi ça fâche? Pourquoi ça dérange au Cameroun? C'est parce que le président de la République est élu par le peuple du Cameroun, par le peuple, et qu'il ne répond que devant le peuple qui lui a donné mandat de diriger le Cameroun. Et que le secrétaire général, qui a un rôle administratif, n'est pas lui, par contre, élu. Donc, s'il doit finalement être chargé de prendre, comme on le voit, une délégation permanente de signature, ça veut dire qu'il prendra des actes sur le peuple camerounais, et pourtant, il en a reçu mandat. Donc, c'est ça qui fait des débats. Bon, Bengan, sur cette question, que dites-vous? Vous êtes de ceux qui pensent que c'est le dauphin, celui que tout le monde cherche depuis, qui est ainsi de fait choisi? Non. Voilà. Non. Vous avez donné une orientation et je vais, à la suite de ça, dire que le président Paul Biya lui-même a bénéficié d'une délégation de pouvoir quand il était secrétaire général à la présidence de la République. Tout le monde qui est passé en a bénéficié. Je vais citer comme ça pêle-mêle. Le jour où on enlève le ministre Bidoum Pat en 2004 au poste de ministre des Sports à l'époque, et c'est le secrétaire général de la présidence de la République, je pense qu'il s'appelait Atangana Mebara, qui signe une note qui demande qu'il y ait une commission d'enquête à la FECAFOOT et une commission d'enquête à la Campost. Était signé du secrétaire général de la présidence de la République. Donc, c'est normal, c'est un processus normal. L'autre chose que je voudrais ajouter, dans l'organisation de la présidence de la République, il y a 3 grandes lignes qui orientent le budget du président de la République et des services rattachés. La première orientation, c'est la formulation et la coordination de l'action présidentielle. Deuxième orientation, c'est la protection présidentielle et l'intégrité du territoire. Troisième, c'est gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la République à ses services rattachés. Généralement, c'est le deuxième qui ne reçoit pas de délégation de signature, c'est-à-dire ce qui concerne la sécurité. Mais les autres, formulation, coordination, relations gouvernementales, même lorsque le chef de l'État veut donner 1 milliard de francs, par exemple, aux sinistrés des ECA et tout, il délègue les signatures. Donc, ça entre dans les formulations, coordination de l'action présidentielle. Il n'y a pas... Donc, on est clairement là dans une forme d'incompréhension et même parfois d'inculture. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas nouveau tout cela. Et qu'au final, il y a même un texte de la République qui prévoit que le président a évidemment la possibilité. Le problème, je pense qu'il avait été relevé par, si vous m'avez ramené là un peu à l'histoire, par un avocat français qui était chez nous, il s'appelait Jacques Vergès. D'accord. Il disait qu'il était opposé à la nomination de son ami et frère Douala Moutomé
avec qui il partageait le cabinet comme ministre parce que l'information avait circulé à un moment. Il a accordé une interview à Jeune Afrique Économie, je pense que c'était au mois de mai 90, dit il ne souhaitait pas. Parce que justement, au fur et à mesure que vous vous éloignez du palais de Toudi, vous êtes coupé de l'information. Et ça ne lui semble pas normal. Et c'est ça qui envenime dans la situation. Flora a parlé que c'est devenu viral. Non. Si la présidente de la République avait un porte-parole qui disait des choses de manière régulière, permanente et tout, je pense qu'il n'y aurait eu, il n'y aurait pas eu une forme de Bon, il faut dire, et ça c'est important pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre les enjeux de la République. Je rappelle que il y a eu 2 autres secrétaires généraux à la présidence qui ont bénéficié de cette délégation de signature sous le président Paul Biya. Il y a eu Laurent Esso, il y a eu Jean-Marie Tangara-Mbebara. Oui, même Jean-Marie Tangara-Mbebara reçu ce type de données. C'est pour dire que c'est pas nouveau. Et pourquoi donc ça fait autant parler, Borobegan? Pourquoi justement ça fait autant parler? Non, parce que les gens visent la fin du régime et les réseaux se sont constitués pour batailler pour la succession du président de la République. Un premier réseau, je veux dire, les premières velléités avaient commencé, qui l'ont amené à la modification de la Constitution en 2008. Parce qu'on se disait, il ne sera plus candidat en 2011. Il ne sera plus candidat. Donc, le nécessaire constitué là et tout. Après, on dit, en 2018, il ne pourrait plus voir. Les réseaux se constituent pour parler de la succession. On commence donc à faire des attellages. Et ce sont ces réseaux qui se combattent, qui lancent donc ces infos. Même les notes officielles, on lance. Certaines notes qui sont, comme vous l'avez dit, apparemment banales, qui entrent dans le cadre normal des activités, ça devient gênant. Pourquoi? Parce que certains réseaux commencent à se tirer entre les gens. Est-ce qu'on peut questionner le type d'acte sur lequel le secrétaire général, justement, est chargé de bénéficier de cette délégation de signature? Je veux dire, est-ce que sur le plan institutionnel, on peut maintenant questionner notre machine institutionnelle par rapport au Premier ministre, qui, comme vous le savez, est la deuxième figure de l'exécutif, normalement, après le président de la République? Justement, oui, ça cause problème. Parce qu'il est ministre, et en plus, il est ministre d'État. Ça cause problème. Est-ce que le Premier ministre a le pouvoir pour lui? À ce moment, comme ministre, j'ai dit oui. Mais comme ministre d'État, ministère d'État encore, secrétaire général de la présidence, ça devient un problème. Il ne rend pas compte au Premier ministre. Et là, il va faire des injonctions au Premier ministre. Ça cause problème. Et voilà, c'est des genres d'actes qui amènent certaines rivalités au niveau institutionnel, qui peuvent même créer des crises institutionnelles. Et c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Donc, il ne faudrait pas que le directeur du cabinet civil, le secrétaire général de la présidence de la République, ils ont rang et prérogative de ministres, mais on ne doit pas, dans l'acte, les noms, les dire ils sont ministres. Là, ce n'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça plonge encore plus l'incompréhension dans l'appareillage institutionnel du Cameroun avec le poste de Premier ministre, au final, dans ce pays. Alors, Charles Abel, sur les réactions, l'incompréhension de certaines personnes avec cela, c'est vrai que ça arrive dans un contexte où il y a beaucoup de supputations, mais au final, il y a des vraies questions sur lesquelles on devrait se prononcer. Monsieur Eric Fopoussi, vous allez vous rendre compte que les Camerounais, dans les années 2000, de 2000 à 2010, ne s'intéressaient pas autant aux affaires du pays que maintenant. Premier point, ça démontre que les Camerounais sont en train de s'intéresser, ou sinon s'intéressent au jour le jour, à l'actualité de leur pays. Ça, c'est le premier point. Ça démontre que les Camerounais sont attentifs et sont prêts, monsieur Eric Fopoussi, n'est-ce pas, à se poser des questions ou alors à poser des questions, à interpeller sur un ensemble de choses. Deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, cela démontre, à travers les différentes réactions, que les Camerounais ne sont pas ou ne vont pas accepter cette autre façon qui avait été implémentée par l'illustre prédécesseur dans la passation de pouvoir, la délégation de pouvoir, chef de l'État. Les Camerounais sont en train de dire, au travers cela, de dire que monsieur, ne pensez pas que ça va se passer comme ça s'était passé la première fois. Non. On nous avait une succession de gré à gré. Une succession de gré à gré, je suis désolé. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc si vous, c'est un plan pour vous faire comprendre que c'est votre dauphin, on annule cette histoire-là dès maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, non, il faut dire les choses comme elles sont, monsieur. Le deuxième point, les Camerounais sont en train de se rendre compte
qu'il y a des individus dans cette République. Permettez-moi, ne prenez pas individu au sens péjoratif, non, ne le prenez pas. Ou si vous voulez, il y a des personnes dans cette République C'est mieux comme qui ça. ont le don de vivre dans le cumul de pouvoir. Je marque un temps d'arrêt pour que vous réalisez que il y a des gens, il y a une seule, il jouit de 17 pouvoirs. Il est conseiller numéro ceci, il est superviseur numéro cela, il est technicien employé au conseiller technique spécial dans tel projet. Voilà ce que nous vivons au Cameroun, des accumulateurs de pouvoir. Mais Chala, est-ce qu'au final, la polémique qui est autour de cette affaire, c'est pas parce que c'est la personnalité même de Monsieur Ngongo qui dérange pour certaines personnes qui seraient attendues à ce qu'après le scandale de la CAN de 2019, qu'il soit sanctionné par le chef de l'État? Est-ce que c'est pas aussi parce que beaucoup de personnes imaginent que... Non, mais je pose la question parce que pourquoi pour lui ça fait plus de bruit que pour les autres? Monsieur il savait faire le même bruit pour Jean Foumanakam quand on s'était rendu compte de tous les différents pouvoirs qu'il avait, du feu Jean Akam. Jean Foumanakam. Ça veut faire la même chose, monsieur Rifopoussi. Donc, ce n'est pas parce que, si vous dites que c'est parce que c'est lui, là, vous sous-tendez la politique des réseaux. Je pose les batailles des réseaux. Là, c'est les batailles des réseaux. Et je ne vais pas entrer parce que vraiment, je vais me perdre. C'est un labyrinthe obscur. Je parle là pour les Camerounais lambda qui aujourd'hui estiment que pour qu'il y ait passation de pouvoir, il faut que ce soit de manière légale, que les Camerounais soient tous impliqués dans cette affaire. Que ce soit démocratique, pas légal. Oui. Parce qu'après, vous savez, ce qui est légal. Je rappelle je rappelle qu'en 82, la succession avait été légale, mais pas démocratique. Ça avait été une succession légale parce que la Constitution prévoyait que le président de la République, en cas d'empêchement, c'est son premier ministre qui le remplace. Je vais revoir mes cours de droit, monsieur. Non, mais je dis il y a une différence entre légal et démocratique. Je ne mets pas en doute. Je dis, je vais le parcourir pour savoir employer les expressions. Mais je parle comme le petit Camerounais qui, là où il est assis, sait que pour que quelqu'un s'asseye sur le siège là, ça sera parce que vous savez, il y a eu trop de sous-entendus. Non, vous voyez sur la toile, les réseaux, on met Franck Bia, futur président, point d'interrogation. On met pas Laurent Esso, et si c'était lui, on envoie. Donc vous voyez, on joue avec les nerfs et les Camerounais ne sont plus prêts à vivre cela. Et c'est la raison pour laquelle un jeu comme celui-là, c'est un très mauvais jeu à une période où les Camerounais sont tendus. Qu'est-ce qui est mauvais jeu? C'est qu'on diffuse là, monsieur. L'acte que le président... Non, cet acte depuis février, vous voyez, à peine ça sort, regardez les tons d'encre, comment les gens commentent, 3400, 5000 commentaires, les gens voient autre chose que ce qui est prévu par les textes réglementaires. Non, c'est vous dire que la tension des autres est beaucoup plus sur le fauteuil, plus que sur vos textes, les textes réglementaires que vous avez. Ça l'amène. Votre manière de dire des choses me plaît. Alors, Karine, allez-y. Votre commentaire, allez-y. Il y a quand même une autre catégorie de Camerounais qui se posent des questions. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande maîtrise des textes et lois du Cameroun, mais il y en a quand même qui se demandent à quoi ça servait de gagner des élections si quelques mois après on va déléguer le pouvoir ou encore les signatures de certains documents et autres. Il y a encore d'autres qui se demandent mais qu'est-ce que ça présage? Peut-être pas du gré à gré ou encore peut-être c'est ça. Peut-être que c'est juste une manière pour vous de vous habituer à ce que quelqu'un d'autre prenne des décisions. On ne sait pas, mais les Camerounais sont quand même très dubitatifs et ils tirent seulement sur la sonnette d'alarme selon ce que je vois. Ils tirent sur la sonnette d'alarme que attention, faut pas que ça se passe comme en 82. Il ne faut pas que ça se passe comme en 82. Et je pense que c'est véritablement dans cette lancée-là que les uns et les autres essayent d'attirer l'attention de tout le monde. Parce que on est quand même dans une situation un peu compliquée, que ce soit politiquement ou socialement. Donc, il ne faudrait pas qu'autre chose vienne encore enliser la situation. D'accord. Oui, Charles. De notre côté, ça peut amener à une forme de décrédibilisation des actions du président de la République. Il peut avoir un acte qui est posé, on dit non, ce n'est pas le président qui a signé. Non, ça ne peut pas être le président. C'est sûr que c'est Ferdinand Ngongo qui a signé. Ça, le président ne peut pas signer. Non, vous voyez dans quel... C'est-à-dire cette sortie, vraiment, avec l'attention, je ne pense pas qu'elle devrait être rendue publique. Vraiment, je ne sais pas qui s'amuse à sortir de telles choses à un moment donné. À l'heure actuelle, tous les Camerounais se posent la question. Allez lire tous les tweets du chef de l'État. Vraiment, ne venez plus nous enfumer. Ce n'est pas vous qui écrivez. Parce qu'on n'a jamais vu le chef de l'État avec en une journée vous faire des tweets. Vraiment, c'était venu en jeu. À peine vous concernez tweet.
Pardon, tweet pas. C'est normal. Bon, faites des Donc, envois. pourtant, c'est normal. Il faut Ailleurs, à la Je ne suis pas sûr que Ailleurs. Trump lui fait tous ces tweets lui aussi. Hein. Je suis pas... Non, non, C'est non, sûr non, qu'il a non, fait non, beaucoup. Mais c'est pressé, c'est calculé. Non, mais c'est pressé, c'est calculé. Moi, je ne vis pas de Non, crise. non, c'est non, pas mais je possible. pense aussi. Bon, ce que vous dites est vrai parce que je me rappelle d'un débat en France, Nicolas Sarkozy, justement, avec son compte Twitter. Vous savez qu'à l'époque, il y a beaucoup de tweets de Sarkozy et on disait que c'est pas lui qui tweetait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché. Il a dit désormais, si vous voyez un tweet sur ma page Twitter avec à la fin mes initiaux NS, les initiales Nicolas Sarkozy. NS, Nicolas Sarkozy, c'est que le tweet a été fait de moi en main propre. Mais au final, qui sait? Un conseiller peut écrire et signer NS en main propre. Donc, il y a toujours cette suspicion. Voilà, merci. On va, Florazé, avancer dans cette revue des réseaux sociaux, je vous en prie. Oui, Eric Allez-y. aussi, on Oui. reste avec la crise anglophone, notamment avec ce plan d'assistance humanitaire, à travers ces dons détournés, et puis cette dénonciation même qui a été aussi faite par le ministre à Tangadi, qui lui-même a donc décidé d'encadrer justement ces dons, pour pouvoir quand même rappeler que la gestion de l'aide dans le cadre de ce plan d'urgence a quand même commis un manque de transparence et de neutralité dans cette gestion. Et dans le nord-ouest et le sud-est, il y a des questions qui se posent. Ceux qui devraient en bénéficier ne le reçoivent pas toujours, ou alors la reçoivent par exemple cette aide en très faible quantité. Souvent, les camions sont remplis, surtout on n'arrive pas au destinataire. Donc, le ministre a donc décidé également de rassembler alors une commission, une délégation qui va se déporter justement dans les deux régions après le 20 mai pour essayer justement de stabiliser et surtout d'encadrer et puis de remettre au jour la transparence et la neutralité au niveau de la distribution justement de ces biens. Donc, vous voyez à quel niveau on se retrouve parlant du plan d'assistance humanitaire, mais certains se posent encore des questions au niveau justement de la corruption et autres, pourquoi on en arrive là quand on parle justement de la crise anglophone et puis de ces personnes défavorisées. Voilà, les choses qui arrivent au Cameroun, les gens réussissent toujours à détourner un peu. venir nous faire des choses qui sont impossibles aux yeux de personnes normales, quand même, il faut le dire. Bobo Bengan, comment vous réagissez à cela? Non, ça entre dans le cadre que nous connaissons tous, la gestion des catastrophes dans notre pays. Oui. Vous savez bien que c'est ce ministère qui est le patron de la direction de catastrophes, mais également de la protection civile. Et chaque fois qu'il y a eu ce genre de situation dans notre pays, ça a toujours été mal géré. Voilà. Donc, je pense que lui, qui est également secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, devrait mettre plus d'accent dans la bonne répartition. Au moins, comment je vais dire, puisqu'il connaît, il avait même donné des chiffres, il connaît là où on les a localisés pour ceux qui sont dans ces besoins d'assistance-là, et qu'ils mettent en place, moi je pense, le génie militaire pour pouvoir les encadrer. Voilà. Et peut-être qu'avec le génie militaire qui a son budget, son matériel et tout, peut-être qu'il y aura moins de dispersion ou de fuite des matelas ou des vivres et tout ça. D'accord. Vous terminez, Floraz. Oui, Eric, il faut pousser avec cette grogne, on va dire. Hein, on est dans le sud-ouest, notamment, puisqu'on prépare le 20 mai, et avec ce mouvement de colère de la part des chefs traditionnels dans le FACO, qui estiment qu'ils sont ils reçoivent une sorte de tentative, d'injonction. Soumission, d'injonction et autres. Ils sont en colère, ils estiment que c'est, voilà, le mot que je cherchais, c'est la provocation de la part du gouverneur. Eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas céder justement à cette provocation, mais ils restent bien droit dans leur botte, notamment à travers leur position par rapport justement aux préparatifs ou alors à cette fête du 20 mai. Autant de questions qu'on se pose. Eric Fopoussi, quand même, la voix des chefs traditionnels aujourd'hui ne porte plus. Donc les internautes, les Camerounais s'interrogent. La place également des chefs traditionnels même au cœur de la crise anglophone, justement, encore certaines suggestions également qui reviennent au goût du jour, parlant de cette crise anglophone et puis la position même de ces chefs FACO qui ont donc décidé de ne pas se mêler à toute cette célébration. Alors bon, Bégan, vous avez, c'est réellement le combat qui est le vôtre aussi, un combat important que vous menez dans ce pays et pour que l'on retrouve l'autorité traditionnelle, du moins qu'on confirme que les royaumes précèdent la République. Absolument. Oui. Et en plus, nous sommes replongés là dans la période de 1961-72. Oui. Et le gouverneur de la région du Sud-Ouest également le sait.
La Constitution qui matérialise l'État fédéral l'a dit, un article, je pense, 37, l'Assemblée générale des chefs traditionnels du Cameroun méridional est maintenue. Ils ont fonctionné comme ça, c'est-à-dire que c'est une institution qui était reconnue par la Constitution. Maintenant, lorsque la crise arrive, quels sont les, j'allais dire, les traits d'union, quels sont ceux qui peuvent marquer le trait d'union entre les autorités administratives et les populations? C'est bien les chefs traditionnels. Mais quand ils veulent amener les chefs traditionnels à prendre une position du gouvernement, tout simplement parce qu'ils sont auxiliaires d'administration, j'ai dit, il a fait tout faux à ce niveau-là. Finalement, il risque de ne plus y avoir d'interlocuteur. Et lui, dont le convoi est régulièrement attaqué, comment? Quels sont les gens qu'il peut utiliser pour calmer la situation, ou moins pour avoir d'abord l'information, à organiser ce qui est nécessaire pour créer la calmie? Il n'en aura pas. Mais si tu vas encore t'en prendre au chef traditionnel, je ne comprends pas pourquoi le gouverneur Oukali Abilaï insiste pour arriver à ce niveau-là. Je ne comprends vraiment pas. Alors oui, Karine, le gouverneur qui se met à dos les chefs traditionnels. C'est quand même une incongruité parce qu'il faut bien faire la différence entre chef traditionnel et chef administratif. Est-ce que ces chefs-là sont des administrateurs? Est-ce que ces chefs-là sont des chefs traditionnels? Mais là, on a en image un chef qui aborde les... Ils sont les deux. Voilà, ils sont les deux. Ça veut dire qu'à la base, ils travaillent pour leur royaume. C'est-à-dire qu'ils travaillent d'abord pour leur royaume. Le Cameroun est en second plan. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des Camerounais. Ou ça n'enlève à rien le fait qu'ils soient des citoyens camerounais. Parce que c'est même avec eux qu'on devait négocier cet accord pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Normalement, si la conférence générale anglophone se tenait, c'est normalement avec ces chefs-là que tout cela devait avoir lieu. Mais aujourd'hui, demander aux chefs traditionnels de marcher au boulevard du défilé en marquant les pas et en balançant les bras, avec les pancartes et le drapeau du Cameroun en main, mais c'est quand même grave. Ça veut dire qu'ils laissent son trône. Normalement, eux, ils doivent s'asseoir à la tribune. En principe, ils doivent s'asseoir à la tribune, mais là, ils descendent la tribune, ils marchent en route comme les enseignants, ils doivent marcher en route comme les militaires, ils marchent comme des policiers, comme des agents de sécurité, avec toutes ces pancartes-là pour dire... Ah, d'accord, voilà. Ce Cameroun... Oui, vous prenez la parole, Charles Hamel, et on va arrêter là pour la revue. Oui. Il faut pousser en 2 points. D'accord. Allez-y, 2 points. Premier point, lorsqu'on vous raconte l'histoire de Bamoun, donc, comment vous avez dit, sultanat de Fumban, on va vous raconter que lors des toutes premières éditions du Ngol, n'étaient autorisés, habilités à ne défiler que les chefs vaincus. Les chefs vaincus, les chefs qui avaient fait soumission. Qui était appelé à défiler devant le roi. Et cela marquait la grandeur et la puissance du sultan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'il y avait des guerres, M. Eric Fopoussi, des guerres entre les différents villages, ou pour l'extension territoriale, lorsqu'il arrivait que l'un des chefs réussisse à dominer, il s'arrangeait à faire la revue des troupes, c'est-à-dire à faire défiler jusqu'aux plus petits enfants, dont on procédait par recensement. Et il fallait décider à la suite. Donc, dire aujourd'hui à un chef, déjà que ce sont eux qui sont arrivés avec ces histoires, qu'on appelle premier degré, deuxième degré, je ne vois pas l'importance, parce qu'il y a des gens qui sont chefs, envers du chef premier degré, mais qui ne touchent pas dans le village, parce que dans certains villages, parce que dans le village là, il fonctionne, il y a des gens qui ont plus de poids et plus de pouvoir que lui. Donc à ce niveau, l'administration a fait tout faux. Appeler chef, c'est ridicule, c'est péjoratif, c'est une insulte. On dit roi, le roi d'un royaume. Même s'il faudrait dévaluer, réévaluer, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, on va vous parler du roi, du groupe Akan, ils ont des appellations. Deuxième chose, peut-être tu veux terminer, j'ai encore ajouté, un chef ne parle pas torse nu. Sauf pour des rituels traditionnels et des rituels mystiques. Ce chef qui a parlé là, il est torse nu. Et vous savez qu'il a fait quoi? Vous savez qu'il sort d'où? Un chef ne s'affiche pas là, sauf pour les rituels. Je vous renvoie à aller voir tout ce qu'il y a comme cérémonie. Lorsque le chef sort avec certains types d'activités est nu, torse nu, monsieur il faut pousser. C'est très compliqué, c'est très dangereux. J'attire juste son attention. Quel est l'objectif recherché pour Oukali Abilaï? Est-ce qu'il veut démontrer à Paul Biya qui travaille beaucoup, au chef de l'État qui travaille beaucoup, en demandant tous les chefs de dessin? Est-ce que le chef de l'État qui est lui-même un homme gay peut autoriser que ses pairs se ridiculisent de la sorte
Attention, il faut quand même savoir là où on est en train de voir. Là, c'est déjà de la provocation, monsieur Rifopoussi. Et je m'inscris dans cette logique-là. Ok, merci. On va arrêter là pour la revue des réseaux sociaux de ce jour. Florazé, merci infiniment à vous, madame, monsieur. Avant d'aller chercher l'interpellation, on va prendre Constille Amine qui est au plateau B. Avec lui, on parle du concept de Salaka, 1001 tapis. Bonjour Constille Amine. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui ont donc accueilli hier la présentation de ce prix qui a été remis par la Fondation camerounaise des consommateurs, décernant le concept Salaka comme le meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2018. Le prix, je vous le représente encore ce matin et je vous dis merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir choisi le concept Salaka. Et pour arroser donc ce prix, bien entendu, j'offre 10 jours de réduction spéciale des prix du côté du magasin 1001 tapis. Donc pendant 10 jours, vous aurez donc l'occasion d'acheter des articles de qualité. Vous aurez l'occasion d'acheter bien sûr des robots mixeurs, de l'électronique, de l'électroménager à des prix vraiment défiant toute concurrence. Le temps de rappeler à tous les clients du concept Salaka que nous livrons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains et même du côté bien sûr de l'Europe, parce qu'on a des clients qui nous appellent de la France, de l'Allemagne pour passer des commandes. Merci donc à tous ces clients qui nous regardent de par le monde. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par un fer à vapeur. Il est mignon, il est stylé. C'est un fer à vapeur moyen, parce qu'on a deux types de fer à vapeur aujourd'hui. On commence par le fer à vapeur moyen, que vous retrouverez ailleurs à plus de 10 000 francs, mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 8 500 francs. Mais dans le cadre de la grande promotion, dans le cadre de la célébration du prix reçu par le concept Salaka, nous vous permettons d'acheter ce fer à vapeur neuf dans le carton avec à 7 000 francs seulement. Il repasse très bien. Il est nyanga, il est stylé, il est avec garantie. Vous l'avez à 7000. À côté, bien sûr, du fer à vapeur, on a ce magnifique robot mixeur 2 balles. Il permet d'écraser les condiments secs, les fruits et les condiments frais. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1001 tapis. Les laptops corps de Dieu, oui, de qualité supérieure. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Vous les avez à 62 500 francs. Un laptop corps de Dieu à 62 500 francs. Les rallonges d'origine, plus besoin d'acheter n'importe quelle rallonge. Les voici, les rallonges à 4500 francs avec un long fil doté d'un système de sécurité. Vous les avez à 4500 au magasin 1001 tapis. Place encore à des robots mixeurs. Cette fois-ci, c'est des grands robots mixeurs avec un bol qui vous permet de tamiser vos fruits. Vous l'avez à 19 000. Le bol à sec à 4 lames et le bol à eau à 6 lames. Vous l'avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis, situé bien sûr en plein cœur d'Aqua. On a également des ordinateurs complets, corps de Dieu, de marque HP, Dell, Lenovo, Toshiba. Vous les avez à 42 500 francs. Un ordinateur complet avec clavier, souris, écran plat, lecteur DVD. Tout est installé à l'intérieur. Vous l'avez à 42 500 francs. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, c'est très important et capital. Une bouilloire d'origine, une bouilloire spacieuse, une bouilloire de qualité. Vous l'avez à 7000 francs au magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique de qualité supérieure, vous les avez à partir de 15 000, toujours au magasin 1001 tapis. Profitez rapidement. Et à présent, un corps i5 pour nos amis topographes, dessinateurs, architectes. Un corps i5 que vous retrouverez ailleurs à plus de 200 000. Vous l'avez au magasin 1001 tapis à 120 000 francs seulement, du côté bien sûr d'Aqua. Une imprimante neuve, oui, pour les bureautiques, les secrétariats, les entreprises, les maisons, les industries au bureau. Une imprimante neuve à 34 000 au magasin 1001 tapis. Elle scanne, elle photocopie. Alors à présent, on a parlé de deux fers à vapeur. Voici le second fer à vapeur. Il est grand. Il est nyanga, il est solide, il coûte plus de 30 000 francs ailleurs, mais nous l'avons à 15 000, mais pendant 10 jours, vous l'acheterez à 12 500 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Les lustres pour embellir votre chambre, votre salon, votre bureau, vous les avez à partir de 25 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Les portes cure-dents automatiques.
vous avez 3 porte-cure-dents et bien entendu, vous avez 3 couvre-bouteilles, un porte-cure-dents, 3 morceaux de savon à 4500 francs et nous ajoutons encore un parapluie sur ce paquet. Donc vous avez ce matin 3 couvre-bouteilles, un porte-cure-dents, 3 morceaux de savon et un parapluie d'une valeur de 2000. Vous avez tous ces articles-là à 4500 au magasin 1001 tapis. Grand robot mixeur 2 balles à 19 000. N'achetez plus n'importe quoi. Courez dès à présent chez nous et achetez la qualité. Laptop Core i5 de qualité supérieure, vous l'avez à 120 000 au magasin 1001 tapis. Profitez de la promotion et achetez la qualité. Les oufers, vous les avez à 24 000 dans notre magasin. N'hésitez surtout pas. Vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Garoua. Courez dès à présent à 1001 tapis. Profitez de la qualité et surtout achetez moins cher. N'achetez plus n'importe quoi. Commandez dès à présent et achetez la qualité à 1001 tapis. Merci infiniment à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Voici, évidemment, interpellation. On regarde l'élément et ensuite, nous faisons les commentaires en plateau. À tout de suite, donc. Le terme d'emploi, l'emploi est devenu un phénomène très très critique au Cameroun. Bon nombre de gens n'ont pas d'emploi au Cameroun. Il y a trop de chômage. Oh, hier, à mon jeune âge, je voyais beaucoup mes frères, quand ils avaient le bac, le probatoire, la licence, avoir facilement accès pour un poste de travail. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Regardez nos confrères de Hall avec les motos par-ci par-là. Bon hommes sont les diplômés. Où allons-nous? Notre pays est en train d'aller où? Je crois que le gouvernement doit voir encore ce fléau-là. Le fait qu'on lance les concours partout, pour qu'on ait accès, il faut débourser beaucoup d'argent. Et pour ne même pas être sûr d'être employé, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce n'était pas le cas. Hier, quand tu avais au moins un minimum d'avoir un minimum même de bac, tu pouvais espérer avoir quelque chose comme emploi dans notre pays, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. On ne sait pas. La raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont même leur licence préfèrent encore aller s'exercer encore même dans l'agriculture avant que ça ne donne rien. Pourtant hier ce n'était pas ça. Les gens rêvaient plutôt aller dans la fonction publique. L'agriculture était faite pour nos parents, mais aujourd'hui là, l'agriculture est plutôt faite pour les jeunes. On ne comprend plus. Même comme ça, l'État ne subventionne pas. Vraiment ça ne vaut pas la peine. Moi vraiment je suis désolé. Voilà, monsieur, merci. On va tout de suite commenter cette image, bon, Bengan, et cette interpellation du compatriote. Ça fait mal au cœur. Hein? Oui. C'est un seul mot. On a installé notre pays dans le règne de la débrouillardise, que tout le monde se débrouille. Et ça a commencé par, vous parlez tout à l'heure des signatures, que les citoyens n'arrivent pas à savoir qu'on peut déléguer les signatures. Les hommes d'affaires, les créateurs de richesses, ils sont dans cette situation très compliquée. L'environnement ne permet pas. C'est la débrouillardise ici dans notre pays. Très bien. Non, Charles, on va juste faire le commentaire et ça va comme ça. Alors, Florazé, avec vous, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs. Pas beaucoup de temps pour lire, mais on va faire l'effort d'en lire. Albert a aidé et a réagi. Pour pallier au problème du transport clandestin, il faut toucher l'essentiel, à savoir l'état de nos routes. Comment comprendre que les propriétaires des véhicules doivent se conformer tout en supportant aussi les charges liées au mauvais état de cette piste, pour ne pas dire sentier. Autre réaction, j'attends en rappelant que même ceux qui sont en règle passent également par la caisse de multiples contrôles. Et il nous dit, alors les gars, on fait un calcul simple, rester clandestin, mais non, et glisser un billet de 1000 francs. Wow. Albert a aidé à qui... voilà. Autre réaction, la femme est méchante. Si oui, elle peut aussi mal conseiller ses enfants et les enfants vont manquer de respect à leur papa. C'est par rapport à l'histoire du jour. Autre réaction, est-ce que toutes les décisions prises par le secrétaire général au nom du président émanent réellement du président? Ça, c'est une interrogation de notre cher ami ce matin. Non, mais puisqu'il y a une délégation de signature qui est permanente, donc il n'a plus besoin de passer par... À moins que je me trompe, Chalamé. Non, vous ne vous trompez pas. C'est ça, plein pouvoir. Oui. Il doit rendre compte, c'est pas le plus. Non, il rend compte par la décision. Attendez, comment on a procédé pour mettre commission d'enquête à la Campos?
c'est le secrétaire général de la présidente qui avait écrit. Comment on a procédé pour faire une commission d'enquête à l'Africa Foot? Ça suppose moi, j'ai envie de que savoir, le secrétaire général peut faire une décision demandant qu'on interpelle X ou Y. Si vous On avez l'interpelle d'abord et puis on rencontre après, c'est ça? Non, la seule chose où on ne peut pas avoir délégation de signature, c'est quand ça concerne la protection et l'intégrité de droits, donc ce qui renvoie à l'armée. Mais ce qui a trait à la sécurité au maintien de l'ordre, il peut déléguer la signature. Alors non, moi je pose une question. Quand il signe secrétaire général ou il signe le président de la République? Secrétaire général. Voilà, parce que par délégation. Voilà. Donc ça veut dire qu'au final, ça n'a pas beaucoup de. Il va dire sur instruction du chef de l'État, oui, je veux dire dans la République. Voilà, donc ça fait beaucoup de force. Je veux dire, au final. Non, ça a une force même. Laquelle? Laquelle? C'est encore Sur plus instruction. Non. Vous Donc, c'est pas une délégation de pouvoir, Non, c'est c'est pas une délégation. de signature. Il n'y a aucun pouvoir qui lui est conféré, enfin, en réalité. Si, c'est ça, le pouvoir. Non, bon. Mais attendez, vous savez. Imaginons. Sur le plan administratif, c'est la transmission de pouvoir sur le plan administratif. Mais sauf que le secrétaire général, en temps normal, a ses attributions. Oui, absolument. Voilà, absolument. Qui sont confiées. Mais je veux dire, est-ce que, parce que parfois on voit qu'il y a un gouvernement qui est nommé et le président de la République, si. Moi je pensais que c'était peut-être qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il y ait un pouvoir sur ces nominations. Non, du tout. Non. Ça, c'est simplement sur le plan administratif. Oui, donc il peut nommer ni de même personne. Pas du tout. Là, il ne le peut pas. Voilà. C'est important qu'on en parle ici pour essayer d'éclairer l'opinion qui parfois pense que c'est qui devient le patron du pays. Non, le patron du pays. Non, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de limites à ça. Oui, allez-y. Je suis producteur de pastèques à Mi-Soleil 2, la production pourrie au champ. Pas de route pour sortir les produits. Mi-Soleil. Soleil, c'est à côté là. Il y a une belle chute à Mi-Soleil qui pouvait faire. Vous parlez de quoi, Charles Hamel? Même à Maolé, là, Maolé, Mi-Soleil. Attention, bateau, bon. Alors, pour rallier Yaoundé-Mfou, c'est un tronçon de 18 km. Il n'y a pas une agence de voyage pour ce tronçon. Douala Bongo, c'est le même calvaire que les populations vivent. Ici, Dibamba, c'est pareil. Oui, vous nous envoyez les trajets qui sont difficiles. On va d'ailleurs les compiler. Voilà, donc oui, c'est pour ça aussi que nous sommes là. Lorsque le député, l'honorable Mbouya, allait chez lui à Macondo, comment le ministre qui y va souvent lui, il va contacter ses camarades du RDPC qui vont à Macondo. Ils vont comment? Oui, ils ont des 4 tout ceci également arrive quand on reste dans les bureaux et qu'on ne vient pas vivre la réalité sur le terrain. Voilà, c'est Boris. Pour être ministre, on devait passer un concours, test de connaissances sur le Cameroun. C'est un poste politique. Non, bon, ce qu'il dit aussi, ça peut vous retrouver. Parce que ce que Chalamel dit, c'est vrai que sur le plan formel, c'est pas possible. Mais politiquement, vous avez été un militant de parti politique. Vous avez été des combats, des campagnes, vous avez réussi à faire ces villages-là en campagne. Vous comprenez mieux les enjeux du pays. Absolument, là vous avez raison. Ça participe donc de l'éducation politique et c'est ce que l'administration publique interdit aux partis politiques de faire. C'est-à-dire, si les partis, c'est aussi quand on vous dit le shadow cabinet, c'est là où on commence à voir. C'est toi qui es le ministère des Transports dans notre parti politique. Il va donc étudier les problèmes de transport, bien qu'étant dans l'opposition, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Mais malheureusement, ou bien normalement dans un parti politique comme le RDPC, qui est un parti au pouvoir ou proche du pouvoir comme eux ils se le revendiquent, il doit y avoir des secrétaires qui sont chargés des questions de transport. Absolument. Et c'est ceux-là justement à qui on confie des missions au plus tard dans le gouvernement, comme on le voit ailleurs. Quand vous prenez un parti politique comme le Parti Socialiste, il y a un secrétaire qui est en charge de la défense, du transport, de l'éducation, et chaque fois qu'il y a un gouvernement, parfois c'est lui qu'on promeut, qui est promu à un poste de ministre. Voilà. Si ces gens maîtrisaient véritablement le Cameroun, je peux vous assurer que tout ce qu'on va chercher, les prix, on n'aurait pas besoin de tourisme seul.
peut faire vivre le Cameroun. Je dis le tourisme Bien seul peut faire Vous vivre faites le allusion Cameroun. à cette lettre de Maurice Kamto qui évoque Rumsiki et qui demande au président Paul Biya d'aller plutôt en vacances à Rumsiki que d'aller évidemment à une plage très Vous avez très déjà proche fait de un Genève. tour dans le Lonaco, monsieur? Bien sûr. Découvrir le Lonaco. C'est terminé, La hein, beauté Chalamel, du bien Lonaco. sûr. Nous y allons, hein, rassurez-vous. Merci beaucoup à tout le monde sur ce plateau. Madame, monsieur, on va s'arrêter là, malheureusement. 2 heures, c'est beaucoup trop petit, mais on va faire avec. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain 10 heures. Que Dieu bénisse le Cameroun.